il a laissé le cheval pris dans les barbelés et est parti sans se retourner. Des heures plus tard, on a retrouvé l'animal libre, et à côté de lui, un morceau de ruban coloré qui ne pouvait venir que d'une fille du village. Dans les collines de Montmartre, aux premières lueurs de l'aube, Manon Dubois ouvrit les yeux. Son regard s'habitua lentement à la pénombre du minuscule grenier qui lui servait de chambre depuis 3 mois. Le plus longtemps qu'elle avait passé au même endroit depuis la mort de sa mère, 10 ans auparavant. Par la fenêtre triangulaire, elle observa les premiers rayons dorés caresser les tours lointaines de Notre-Dame. Ses doigts effleurèrent machinalement le ruban bleu délavé qu'elle noua soigneusement autour de son poignet. L'unique vestige de sa mère, une chanteuse de cabaret emportée par une pneumonie quand Manon n'avait que 7 ans. Le petit grenier au-dessus de la boulangerie de Madame Fournier n'était guère spacieux, mais c'était plus que ce qu'elle avait connu dans la plupart des 16 foyers d'accueil et institutions où elle avait été ballottée. Le système français de protection de l'enfance n'avait pas été tendre avec Manon. Son corps maigre portait les marques invisibles de la négligence et de l'indifférence. Elle s'habilla rapidement, enfilant son jean usé et un pull trop grand. Dans le silence feutré du matin, elle descendit l'escalier grinçant, veillant à ne pas réveiller Madame Fournier qui dormait encore à 7 heures. La vieille boulangère lui avait offert ce toit en échange de quelques heures de travail l'après-midi. Un arrangement qui convenait parfaitement à Manon, lui permettant de consacrer ses matinées au haras de Saint-Cloud. Dehors, l'air était frais, presque mordant pour un matin d'été. Manon resserra son pull autour de ses épaules et commença sa marche quotidienne. 3 kilomètres la séparaient du haras, un trajet qu'elle parcourait avec une constance presque mécanique, ignorant les douleurs dans ses pieds mal chaussés. Son esprit vagabonda vers sa mère, comme souvent durant ses promenades solitaires. Des fragments de souvenirs. Une voix chaude chantant des mélodies provençales, l'odeur de lavande bon marché, et puis cette toux, de plus en plus profonde, jusqu'à ce matin où le sang avait taché l'oreiller blanc. Manon secoua la tête, chassant ces images. Le passé était le passé. À mesure qu'elle s'éloignait de Montmartre, le paysage changeait. Les immeubles haussmanniens cédaient progressivement la place à des villas cossues, entourées de jardins impeccables. Saint-Cloud, avec ses propriétés luxueuses, semblait appartenir à un autre monde, un monde qui n'avait jamais été le sien. Au loin, les écuries du haras apparurent enfin, imposantes dans la lumière matinale. Le domaine de Laurent Beaumont s'étendait sur plusieurs hectares, une propriété équestre prestigieuse dont le propriétaire ne daignait visiter que quelques fois par an. Pour Manon, c'était simplement l'endroit où elle pouvait être près des chevaux. Dès qu'elle franchit le portail secondaire, elle perçut une agitation inhabituelle. Des palefreniers couraient dans tous les sens, les visages tendus. Philippe, le contremaître, aboyait des ordres à tout le monde, son visage rougeau luisant de sueur malgré l'heure matinale. « Toi » lança-t-il en apercevant Manon. « Va nettoyer les box du fond, et dépêche-toi, monsieur Beaumont arrive dans 3 heures. » Manon hocha silencieusement la tête, habituée à recevoir les tâches les plus ingrates. Ici, elle n'était personne, juste une main anonyme, payée une misère pour faire ce que les employés réguliers estimaient indigne. « Et reste loin du démon à l'écurie isolée », ajouta Philippe avec un regard sévère. « Il a déjà blessé 3 palefreniers. Le dernier a perdu 2 doigts. Monsieur Beaumont vient décider de son sort aujourd'hui. » Ce n'était pas la première fois que Manon entendait parler de ce cheval. Tonnerre, un étalon arabe noir que Beaumont avait acquis pour une somme astronomique 6 mois plus tôt. Un investissement d'1 demi-million d'euros qui s'était transformé en cauchemar. L'animal, réputé pour sa lignée exceptionnelle, s'était révélé impossible à dompter. Pendant que Manon nettoyait méticuleusement les box, elle surprit des bribes de conversation. « La fille avec le murmure », chuchotait un palefrenier à un autre, pensant que Manon ne pouvait pas entendre. « Tu as vu comment le hongre nerveux s'est calmé quand elle l'a approché hier ?»« Pure coïncidence », répondit l'autre. « Mais tant qu'elle fait le sale boulot pour presque rien, qui s'en soucie ?» Manon ne réagit pas. Elle avait appris depuis longtemps que l'invisibilité avait ses avantages. Les gens parlaient plus librement quand ils oubliaient votre présence. Et oui, elle avait ce don inexplicable avec les animaux blessés. Dans les institutions où elle avait vécu, c'était toujours elle qui soignait les chats errants, apaisait les chiens abandonnés et, une fois,
avait même nourri un pigeon à l'aile cassée jusqu'à sa guérison complète. La matinée avançait, et l'agitation s'intensifiait. Vers 10 heures, une procession de voitures luxueuses franchit le portail principal. À leur tête, une Bentley noire dont émergea Laurent Beaumont. Un homme de taille moyenne mais à la présence imposante, costume italien sur mesure, chaussures luisantes, et ce regard qui semblait évaluer chaque chose uniquement en termes de valeur monétaire. Manon l'observa discrètement depuis l'entrée d'une écurie, frappée par le contraste entre ses mains manucurées et celles, calleuses et abîmées, des hommes qui travaillaient pour lui. Une cohorte de conseillers l'entourait, notant frénétiquement chacune de ses paroles comme s'il s'agissait de révélations divines. « Les résultats financiers du dernier trimestre ?» demanda-t-il sèchement à un homme à lunettes qui trottinait à ses côtés. « En hausse de 12%, monsieur Beaumont. Les actionnaires sont ravis. » « Et l'acquisition de l'usine de Lyon ? Les derniers détails seront réglés la semaine prochaine. Nous avons négocié une réduction supplémentaire de 3 millions. » Beaumont hocha la tête avec satisfaction avant de se tourner vers Philippe qui s'était précipité à sa rencontre. « L'animal ?» demanda-t-il simplement. « Toujours aussi incontrôlable, monsieur, » répondit Philippe. « Nous avons essayé toutes les méthodes que vous avez suggérées. Montrez-moi. » Le groupe se dirigea vers l'extrémité la plus éloignée des écuries, là où se trouvait un bâtiment séparé, plus ancien que les autres, avec des barreaux renforcés aux fenêtres. Manon, poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas, suivit à distance, se fondant dans l'ombre des bâtiments. À l'intérieur du bâtiment isolé, un spectacle à la fois magnifique et désolant attendait les visiteurs. Dans un box renforcé de barres métalliques, Tonnerre se tenait, majestueux malgré son état. Sa robe noire luisait comme de l'anthracite mouillé sous les rares rayons de soleil qui filtraient par une lucarne. Mais ses côtes visibles et les cicatrices sur ses membres postérieurs racontaient une histoire de négligence et de brutalité. Un gâchis complet, la voix de Beaumont résonna contre les murs de pierre. Un demi-million pour le meilleur sang arabe d'Arabie Saoudite, et l'animal est défectueux. Appelez l'abattoir de Deauville, que la viande, au moins, soit utilisée. La décision fut prise en moins de 5 minutes. Beaumont repartit sans même jeter un regard à l'animal condamné, plus préoccupé par l'appel sur son téléphone que par le destin de la créature qu'il venait de condamner à mort. Manon resta immobile dans l'ombre jusqu'à ce que tous aient quitté le bâtiment. Puis, lentement, elle s'approcha du box. Tonnerre, sentant sa présence, se cabra immédiatement, hennissant furieusement. Ses yeux, révélant le blanc autour des iris, exprimaient une terreur et une rage absolue. Manon ne recula pas. Quelque chose dans ce regard lui était familier. Pas la colère, mais la peur sous-jacente. La peur d'être touchée, d'être blessée à nouveau. Elle connaissait cette peur. Elle l'avait vue dans son propre reflet trop souvent. En début d'après-midi, le ciel s'assombrit soudainement. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de Saint-Cloud, et bientôt, une tempête d'été se déchaîna. Les employés coururent pour protéger les équipements coûteux et vérifier les fenêtres des écuries principales. Personne ne se soucia de l'écurie isolée. Profitant de la confusion, Manon glissa silencieusement jusqu'au bâtiment éloigné, emportant une vieille couverture qu'elle avait trouvée dans un coin. La pluie violente pénétrait par une fissure dans le toit, mouillant le sol du box où Tonnerre se tenait, agité. L'étalon arabe était une vision magnifique même dans son état actuel. Sa présence remplissait l'espace confiné d'une noblesse sauvage que les mauvais traitements n'avaient pas réussi à briser. Quand Manon s'approcha de la porte, l'animal se cabra à nouveau, hennissant furieusement, ses yeux exprimant une panique et une colère incontrôlables. Toute personne raisonnable aurait fui. Manon resta. « Je suis là », murmura-t-elle doucement en français. « Je suis là ». La pluie tombait, le vent hurlait, mais Manon ne bougeait pas. Elle s'assit simplement sur le banc de bois à l'extérieur du box, les yeux fixés sur ceux de l'animal, sans défi, sans peur, juste une présence. Pendant presque 2 heures, elle resta ainsi, chantonnant parfois une chanson provençale que sa mère lui chantait. Dans les collines de Provence, où le vent caresse les lavandes. Graduellement, presque imperceptiblement, Tonnerre cessa de s'agiter. Ses oreilles,
auparavant plaqués en arrière en signe d'alerte maximale, se déplacèrent légèrement vers l'avant. Ses yeux sauvages se concentrèrent sur la petite silhouette trempée qui simplement attendait. Le temps s'écoula dans une bulle étrange, où seule existait la pluie, la voix douce de Manon et le souffle de plus en plus régulier de l'étalon. Aucun mot ne fut échangé, car aucun n'était nécessaire. Juste deux êtres partageant le même espace, reconnaissant peut-être chez l'autre une solitude familière. Lorsque la tempête passa enfin, Manon se leva lentement. Tonnerre recula, mais n'attaqua pas. « Je reviendrai demain », promit-elle, comme si l'animal pouvait comprendre chaque mot. En quittant l'écurie, elle ne remarqua pas Philippe qui l'observait depuis les ombres, son expression oscillant entre perplexité et mépris. Elle ne remarqua pas non plus quand l'étalon s'approcha de la grille, suivant son départ du regard. Ce regard qui, pour la première fois depuis des mois, ne contenait pas seulement de la terreur, mais une étincelle de quelque chose d'autre. Une curiosité que même les dresseurs professionnels n'avaient pas réussi à éveiller chez ce magnifique animal brisé. Ce regard qui, pour la première fois depuis des mois, ne contenait pas seulement de la terreur, mais une étincelle de quelque chose d'autre. Une curiosité que même les dresseurs professionnels n'avaient pas réussi à éveiller chez ce magnifique animal brisé. Dès l'aube suivante, Manon quitta son grenier avec une détermination nouvelle. La nuit avait été courte, peuplée de rêves où se mêlaient les hennissements désespérés de Tonnerre et les dernières toux de sa mère. Elle descendit l'escalier étroit en évitant soigneusement la troisième marche qui grinçait. Sur la table de la cuisine, Madame Fournier avait laissé un petit pain encore tiède. Manon le glissa dans sa poche, plus comme une offrande pour plus tard que comme un petit déjeuner pour elle-même. L'air matinal portait encore les parfums de terre mouillée après la tempête de la veille. Manon accéléra le pas, calculant mentalement comment réorganiser ses tâches pour gagner ses précieuses minutes auprès de l'étalon condamné. 30 minutes, se promit-elle. 30 minutes chaque jour, jusqu'à... Elle n'osait pas terminer cette pensée. Au Arras, l'agitation de la veille avait laissé place à une routine tendue. La visite éclair de Beaumont avait semé un mélange de soulagement et d'appréhension. Philippe distribua les tâches avec son habituelle brusquerie, assignant à Manon le nettoyage des écuries principales. « Plus vite tu auras fini, plus vite tu pourras partir », lança-t-il avant de s'éloigner. Manon acquiesça silencieusement. C'était précisément son intention, bien que pour des raisons différentes. Ses mains travaillaient avec une efficacité mécanique, fruit de mois de pratique. Chaque geste était calculé, optimisé pour économiser temps et énergie. Les autres palefreniers s'étonnaient parfois de sa capacité à accomplir autant en si peu de temps, mais personne ne s'en plaignait. Après tout, cela signifiait moins de travail pour eux. 1 heure avant la fin prévue de son service, Manon avait terminé. Elle rangea ses outils et, vérifiant que personne ne l'observait, se dirigea vers l'écurie isolée. Dans son sac usé, elle avait glissé un livre fin à la couverture écornée. Un recueil de poèmes de Baudelaire trouvé dans un carton de livres abandonné derrière la bibliothèque municipale. Tonnerre l'entendit avant de la voir. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit. Quand elle apparut dans l'encadrement de la porte, il recula jusqu'au fond de son box, mais sans l'agitation frénétique de la veille. Un progrès infime que seul un œil attentif aurait pu remarquer. Manon s'installa sur le même banc, à la même distance. Sans précipitation, elle ouvrit son livre et commença à lire à voix basse. « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. » Sa voix, douce et régulière, emplissait l'espace sans l'envahir. Les mots de Baudelaire flottaient dans l'air comme des bulles de savon, fragiles et irisées. Tonnerre resta immobile, ses naseaux dilatés captant l'odeur de cette humaine étrange qui ne criait pas, ne brandissait pas d'objets menaçants, ne tentait pas de l'approcher. Pendant 20 minutes, Manon lut l'invitation au voyage, laissant les vers sur l'ordre et la beauté, le luxe, le calme et la volupté, créer une bulle de paix dans ce lieu qui n'en connaissait plus depuis longtemps. Parfois, elle levait les yeux du livre pour rencontrer le regard de Tonnerre, sans insistance, sans défi, juste un bref contact avant de retourner au poème. Le lendemain,
elle revint avec le même livre. Cette fois, Tonnerre ne recula pas jusqu'au fond du box. Il resta à mi-distance, ses oreilles pointées vers elle, captant chaque syllabe. Le jour suivant, elle apporta une pomme qu'elle déposa simplement à l'entrée du box avant de s'asseoir pour lire. La pomme resta intouchée, mais le message était clair. Un cadeau sans condition, sans attente. Au fil des jours, une routine s'établit. Manon nettoyait les écuries avec une efficacité silencieuse, terminant toujours avec une avance qui lui permettait ses précieux moments auprès de Tonnerre. Parfois, elle lisait, d'autres fois, elle chantonnait les mélodies provençales de son enfance. Certains jours, elle restait simplement assise en silence, respirant au même rythme que l'animal, comme si leurs existences se synchronisaient lentement. Les palefreniers commencèrent à remarquer ses absences régulières, mais personne ne s'en souciait vraiment. Tant que son travail était fait, peu importait où elle passait son temps libre. Seul Philippe semblait occasionnellement suspicieux, mais même lui avait d'autres préoccupations plus pressantes que de surveiller une orpheline insignifiante. Pendant la 3e semaine, un changement subtil s'opéra. Lorsque Manon arrivait, Tonnerre se rapprochait de la grille. Non pas pour l'accueillir, l'animal restait profondément méfiant, mais comme si sa curiosité l'emportait progressivement sur sa peur. Ses yeux, autrefois perpétuellement dilatés par la terreur, montraient maintenant des expressions plus nuancées. Méfiance, certes, mais aussi interrogation, peut-être même un début d'intérêt. Un matin, examinant discrètement l'animal à travers les barreaux, Manon remarqua des marques qu'elle n'avait pas vues auparavant. Sur ses flancs, des cicatrices en forme de croissant, traces caractéristiques d'éperons trop agressifs. Sur son encolure, des marques plus subtiles mais tout aussi révélatrices. Des points rougeâtres regroupés, signe probable d'un stick électrique. Son cœur se serra. Pas étonnant que cet animal magnifique soit devenu une bête sauvage. On l'avait systématiquement torturé au nom du dressage. Ce jour-là, sa lecture fut « La mort des amants ». Tandis que les vers mélancoliques s'élevaient dans l'air humide de l'écurie, Tonnerre s'approcha plus près qu'il ne l'avait jamais fait, comme si les mots touchaient à quelque chose de profond en lui. Manon sentit des larmes lui piquer les yeux, mais les retint. Ce n'était pas le moment de montrer de la faiblesse, même celle de l'empathie. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» La voix coupante de Philippe brisa brutalement l'atmosphère délicate. Tonnerre recula instantanément, son corps à nouveau tendu comme un arc. Cet animal part à l'abattoir la semaine prochaine. Beaumont a enfin obtenu l'accord de l'assurance. Manon referma lentement son livre, son visage retrouvant le masque impassible qu'elle avait perfectionné au fil des années. « Il n'est pas dangereux, » dit-elle doucement, sans quitter Tonnerre des yeux. « Il a juste peur. » Philippe émit un rire méprisant. « C'est un investissement raté. Un demi-million d'euros que Beaumont veut récupérer via l'assurance. Tu crois vraiment qu'il se soucie de ton opinion, petite vagabonde ?» Il s'approcha, examinant les talons d'un œil calculateur. « De toute façon, il est foutu. L'expert de l'assurance vient lundi, et mercredi, ce sera fini. Un problème de moins. » Cette nuit-là, Manon ne put dormir. Les paroles de Philippe tournaient en boucle dans sa tête. Mercredi. 4 jours. 4 jours avant que cette magnifique créature ne soit réduite à de la viande anonyme. À 2 heures du matin, elle alluma la petite lampe à huile près de son lit et sortit un morceau de papier froissé. Sa main tremblait légèrement tandis qu'elle écrivait, son écriture maladroite trahissant son éducation fragmentée. « Monsieur Pelletier, ô Arras de Saint-Cloud, des chevaux sont maltraités. J'ai vu des marques de sticks électriques et d'éperons interdits. Un étalon arabe nommé Tonnerre doit être abattu mercredi pour fraude à l'assurance. Il n'est pas dangereux, juste terrifié. S'il vous plaît, venez voir par vous-même. Une personne qui aime les animaux. » Elle n'osa pas signer. Les représailles seraient immédiates et sévères. Avant l'aube, elle glissa l'enveloppe sous la porte de la clinique vétérinaire locale. Monsieur Pelletier était respecté dans toute la région. Si quelqu'un pouvait faire quelque chose, c'était lui. 2 jours plus tard, alors que Manon nettoyait un box près de l'entrée principale, une voiture discrète mais bien entretenue s'arrêta devant le portail. Un homme âgé en descendit, sa démarche lente mais assurée, trahissant une vie passée auprès des grands animaux. « Bonjour », salua-t-il Philippe qui venait à sa rencontre.
Jean Pelletier, vétérinaire départemental. Inspection sanitaire de routine. Philippe fronça les sourcils. Nous n'avons pas été prévenus d'une inspection. C'est le principe d'une inspection de routine, répliqua calmement Pelletier. Vérifier que tout est en ordre quand personne ne s'y attend. Pendant près de 2 heures, le vétérinaire examina les écuries principales, prenant des notes, posant des questions au palefrenier. Puis, comme par hasard, il se dirigea vers l'écurie isolée. « Et ce bâtiment là-bas ?»« Une vieille écurie peu utilisée, » répondit Philippe, une pointe de nervosité dans la voix. « Je dois tout inspecter, » insista Pelletier. Manon observait la scène de loin, son cœur battant douloureusement contre ses côtes. Elle n'avait pas prévu d'être présente lors de l'inspection, craignant que son comportement ne la trahisse. Mais maintenant, elle ne pouvait détacher son regard du vieux vétérinaire qui marchait résolument vers l'écurie de Tonnerre. Presque 1 heure s'écoula avant que Pelletier ne ressorte. Son visage avait perdu toute affabilité professionnelle. Une colère froide durcissait ses traits, mêlée à une tristesse profonde qui semblait avoir creusé de nouvelles rides sur son front. Le lendemain matin, le petit journal local, Le Courrier de Saint-Cloud, publiait un article discret mais implacable en page 3. Question sur les méthodes d'entraînement au prestigieux haras de Saint-Cloud. Un expert équin respecté s'inquiète de possibles mauvais traitements. L'article, sans nommer directement Beaumont, évoquait des pratiques douteuses et des méthodes contraires à la législation sur le bien-être animal dans un établissement équestre prestigieux de la région. Pour quiconque connaissait la région, l'identité du haras en question était évidente. La réaction fut immédiate. Philippe convoqua tous les employés dans la cour principale, son visage congestionné par la rage. « Qui a parlé ?» hurla-t-il. « Qui a contacté ce foutu vétérinaire ? Je veux un nom, maintenant. Ou vous êtes tous virés. » Personne ne parla. Les palefreniers échangeaient des regards confus ou baissaient les yeux, mais aucun ne semblait savoir de quoi il s'agissait. Quand Philippe arriva à Manon, il saisit brutalement son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair maigre. « Je sais que c'est toi, petite garce. Tes jours ici sont comptés. » Son haleine chargée d'alcool frappa le visage de Manon, mais elle ne sia pas. Des années en foyer d'accueil lui avaient appris à masquer la douleur et la peur. « Je nettoie juste les box, » répondit-elle doucement. « C'est tout ce que je fais ici. » Philippe la relâcha avec un grognement méprisant, mais son regard promettait des représailles. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. La conversation fut brève, mais son visage passa de la colère à une satisfaction mauvaise. « Beaumont vient demain », annonça-t-il aux employés encore rassemblés, spécifiquement pour régler la situation Tonnerre et la question de la presse locale. Je suggère que d'ici là, le traître se dénonce, ou les conséquences seront sévères pour tous. La panique serra la gorge de Manon. Demain, pas mercredi comme prévu, mais demain. L'article avait accéléré les choses au lieu de les arrêter. Beaumont venait étouffer le scandale naissant et se débarrasser de la preuve vivante des mauvais traitements. Cette nuit-là, contre toutes les règles qu'elle s'était fixées, Manon se faufila hors de son grenier bien après le couvre-feu. La lune, presque pleine, éclairait suffisamment son chemin à travers les rues endormies de Saint-Cloud. Le haras semblait fantomatique dans cette lumière argentée, les ombres des bâtiments s'étirant comme des gardiens silencieux. Elle connaissait les habitudes des gardiens de nuit, 2 hommes plus intéressés par leur partie de cartes et leurs bouteilles partagées que par une surveillance réelle. Éviter leur ronde sporadique fut simple. Bientôt, elle se retrouva devant l'écurie isolée, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne réveille tout le domaine. Pour la première fois, elle ouvrit la porte du box et entra dans l'espace de Tonnerre. L'étalon recula immédiatement, méfiant de cette rupture dans leur routine établie. Manon s'assit simplement dans le coin le plus éloigné de la stalle, le dos contre le mur, et commença à réciter « La mort des amants » de mémoire. Sa voix tremblait légèrement, mais les mots coulaient, familiers et réconfortants. Lentement, tandis que les vers s'écoulaient, Tonnerre s'approcha. Chaque pas était une concession, un choix, une décision de faire confiance. Manon continua à réciter, les yeux mi-clos, comme si elle s'adressait plus à elle-même qu'à lui. Après ce qui sembla une éternité, l'immense animal s'agenouilla à quelques centimètres de Manon. Elle ne bougea pas, n'étendit pas la main, ne brisa pas l'équilibre fragile.
Quand finalement elle leva les yeux pour rencontrer ceux du cheval, elle y vit quelque chose que personne d'autre ne verrait. Pas un démon, pas une bête, mais une créature aussi blessée et abandonnée qu'elle-même. Une larme coula sur la joue de Manon. Avec des mouvements infiniment lents, elle détacha le ruban bleu de son poignet, son unique lien tangible avec sa mère, et l'offrit dans sa paume ouverte. Tonnerre tendit le nez, humant le tissu usé. Puis, dans un geste qui semblait impossible, il baissa encore plus la tête, permettant à Manon de nouer le ruban dans sa crinière. « Je te promets, » murmura Manon. « Je te promets que personne ne te fera plus jamais de mal. »« Je te promets, » murmura Manon. « Je te promets que personne ne te fera plus jamais de mal. » L'aube se levait à peine lorsque Manon s'éveilla, encore blottie contre la paroi du box. Elle avait fini par s'endormir là, épuisée par l'émotion, et Tonnerre était resté près d'elle toute la nuit, comme un gardien silencieux. Le ruban bleu, désormais attaché à sa crinière noire, ondulait doucement à chaque mouvement de sa tête. L'étalon se tenait debout, à quelques pas d'elle, son regard moins farouche que jamais. Un bruit de moteur au loin brisa ce moment de paix. Manon se redressa brusquement, la réalité la frappant comme une gifle. Beaumont arrivait. Aujourd'hui était le jour où le destin de Tonnerre devait être scellé. « Je reviendrai », chuchota-t-elle à l'oreille de l'animal avant de se glisser hors du box. Dehors, le haras s'animait déjà d'une agitation inhabituelle. Mais ce n'était pas seulement l'arrivée imminente de Beaumont qui provoquait cette effervescence. Au portail du domaine, une petite foule s'était rassemblée. Des visages que Manon reconnaissait du village, des agriculteurs locaux, des commerçants, et même le maire de Saint-Cloud, un homme petit à la dignité tranquille. Au centre du groupe se tenait M. Pelletier, distribuant ce qui semblait être des photographies. Manon s'approcha discrètement, se faufilant entre les personnes rassemblées. « C'est Marc », expliquait le vétérinaire en montrant une image. Son caractéristique d'un stick électrique, interdit depuis la loi sur le bien-être animal de 2021. Les visages autour de lui se durcissaient à mesure qu'il présentait ses preuves. Manon aperçut des photos de flancs marqués, de bouches abîmées par des morts inadaptés, d'yeux dilatés par la terreur, un catalogue méthodique de souffrances imposées au nom du dressage. Le grondement de moteurs puissants interrompit la démonstration. 3 voitures de luxe franchissaient le portail principal, écartant la foule qui s'ouvrit à contre-cœur pour les laisser passer. De la première, une Bentley noire aux vitres teintées, émergea Laurent Beaumont, son visage composé dans une expression d'irritation contrôlée. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» demanda-t-il sèchement, ignorant délibérément le maire pour s'adresser directement à Philippe qui accourait à sa rencontre. « Une manifestation improvisée, monsieur ?» répondit le contremaître, le front luisant de sueur malgré la fraîcheur matinale. Suite à cet article dans le journal local, des accusations sans fondement. Beaumont balaya l'explication d'un geste impatient. « Où est l'animal ? Je veux en finir avec cette histoire ridicule. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers l'écurie isolée, sa cohorte d'assistants le suivant comme une ombre multiple. Manon, le cœur battant, prit un chemin détourné et arriva à l'écurie avant eux, s'installant sur son banc habituel. Lorsque Beaumont franchit la porte, son regard passa d'abord sur Manon comme si elle était invisible, puis se figea sur Tonnerre. L'étalon se tenait calmement, le ruban bleu clairement visible dans sa crinière d'ébène. « Qui êtes-vous » demanda finalement Beaumont, irrité par cette présence inattendue. « Et qu'est-ce que c'est que ça » ajouta-t-il en pointant le ruban. « Je suis Manon Dubois, monsieur. Je travaille ici. »« Elle n'est personne » interrompit Philippe qui venait d'arriver essoufflé. « Une orpheline que nous employons pour nettoyer les box. Une personne sans importance qui semble avoir dompté l'animal que vos spécialistes ont déclaré irrécupérable, » observa une voix derrière eux. Le maire de Saint-Cloud venait d'entrer dans l'écurie, accompagné de Pelletier. La petite foule s'était massée à l'entrée, observant la scène avec une curiosité avide. « Qu'est-ce que cela signifie » exigea Beaumont. « Ceci est ma propriété privée. »« Justement, » répondit calmement le maire, « nous sommes ici pour discuter précisément de ce point. » Une tension palpable emplissait l'air tandis que le groupe se dirigeait vers le bureau principal du haras. « Tonnerre » remarqua Manon, suivait leur mouvement des yeux avec une intelligence aiguë,
comme s'il comprenait que son destin se jouait dans cette confrontation. Dans le bureau, Beaumont prit place derrière la massive table en chêne, position de pouvoir qu'il occupait naturellement. Le maire et Pelletier s'assirent face à lui, tandis que Manon restait debout près de la porte, presque invisible comme toujours, mais attentive à chaque mot. « C'est absurde », déclara Beaumont, ajustant sa cravate Hermès d'un geste agacé. « J'ai les documents de propriété, les actes notariés. Tout est parfaitement légal. » Le maire d'Escoteaux déposa sur la table un ensemble de documents jaunis par le temps, manipulant ces reliques avec une révérence presque religieuse. « Voici les registres originaux de la commune de Saint-Cloud, » expliqua-t-il. Le terrain où est construit l'écurie isolée et 5 hectares adjacents ont été donnés à la commune en 1873 par la famille Deschamps pour usage perpétuel au bénéfice des animaux et citoyens de Saint-Cloud. Lorsque vous avez acquis cette propriété en 2012, Monsieur Beaumont, cette parcelle spécifique n'était pas incluse. « Ridicule », balaya Beaumont d'un geste. « Mes avocats ont tout vérifié. Vos avocats se sont fiés à ces cartes modernes », poursuivit le maire, imperturbable. « Mais les limites originales de la donation Deschamps ont été commodément omises lorsque votre prédécesseur a redessiné les clôtures en 1997. Légalement, cette écurie et la zone environnante appartiennent à la commune. » Le visage de Beaumont pâlit légèrement avant de se durcir. « Même si c'était vrai, le cheval m'appartient. Je peux le retirer quand je veux. » Concernant ce point, intervint Pelletier, ajustant ses lunettes. « En tant que vétérinaire officiel du département, je dois vous informer que j'ai documenté des preuves substantielles de mauvais traitements systématiques, incluant l'usage de méthodes interdites par la législation française sur le bien-être animal de 2021. Le retrait de l'animal à ce stade constituerait une violation directe de la section 7 de cette loi. Êtes-vous en train de m'accuser de quelque chose, vieillard ?» Beaumont se leva, menaçant. « Pas vous personnellement, » répondit calmement Pelletier, « mais les pratiques dans votre propriété, certainement. J'ai des témoins. » Le regard de Beaumont se tourna vers Manon, qui demeurait silencieuse dans son coin, presque invisible comme elle l'avait toujours été dans sa vie. « Cette vagabonde ?» ricana-t-il. « Contre ma parole ? Je suis Laurent Beaumont. J'emploie des centaines de personnes dans mes usines. Le président de la République a dîné chez moi le mois dernier. Et je ne suis personne, dit finalement Manon, sa voix douce mais ferme. Mais je ne suis pas le seul témoin. La porte s'ouvrit et 3 anciens employés du haras entrèrent, incluant Jacques Lemaire, le palefrenier qui avait perdu 2 doigts en essayant de dompter Tonnerre. « L'animal n'est pas violent par nature », déclara Jacques, levant sa main mutilée comme une preuve vivante. Il a été torturé méthodiquement sous les ordres directs de Philippe, qui suivait les instructions expresses de M. Beaumont pour briser l'esprit de l'étalon rapidement, afin de l'exhiber lors d'une compétition. Durant les 2 heures qui suivirent, les témoignages s'enchaînèrent, des photographies furent présentées. L'image soigneusement construite de Beaumont comme bienfaiteur et entrepreneur modèle s'effritait devant les preuves irréfutables. Tonnerre, pendant ce temps, restait dans son box, étrangement calme malgré la tension environnante. Plusieurs fois, Manon jeta un coup d'œil par la fenêtre pour l'apercevoir, se tenant dignement, comme s'il sentait que quelque chose d'important se jouait. Lorsque la réunion prit finalement fin, le maire annonça « La commune de Saint-Cloud exerce son droit légal sur la propriété en question, avec effet immédiat. Les animaux présents dans cette section resteront sous la garde municipale pendant que les enquêtes se poursuivent. Ce n'est pas terminé, » menaça Beaumont en se levant. « J'ai des relations dont vous n'avez même pas idée. Ce cheval vaut un demi-million d'euros. En fait, » observa sèchement Pelletier, « considérant l'état de santé résultant des mauvais traitements, la valeur actuelle serait significativement moindre. Nos avocats vous contacteront concernant la compensation appropriée. » Quand tous se retirèrent, seuls Manon et le maire restèrent dans le bureau. « Qu'arrive-t-il maintenant » demanda-t-elle timidement. « Légalement, nous avons récupéré la propriété, » expliqua le maire. « Mais nous n'avons pas d'expérience avec les chevaux, encore moins avec un animal traumatisé comme Tonnerre. »« Je pourrais, » commença Manon, puis hésita. « Oui, je pourrais rester avec lui, prendre soin de lui. » Le maire l'observa longuement. « Vous avez 17 ans, sans famille, sans ressources.
Comment comptez-vous faire cela? De la même manière que j'ai survécu jusqu'à présent, répondit-elle simplement. Un jour à la fois. Le maire hocha la tête, pensif. Quelque chose dans la détermination tranquille de cette jeune fille le touchait profondément. La commune pourrait peut-être trouver un arrangement, dit-il finalement. Le bâtiment annexe à l'écurie pourrait être aménagé en logement basique, en échange de vos soins aux animaux, bien sûr. Pour la première fois depuis des années, une lueur d'espoir véritable s'alluma dans les yeux de Manon. Au crépuscule, après que la foule se fut dispersée et que le calme fut revenu sur le haras, Manon retourna auprès de Tonnerre. L'étalon s'approcha immédiatement de la grille, sa méfiance habituelle presque totalement dissipée. « Nous avons gagné un sursis », murmura-t-elle, caressant doucement son museau velouté. Mais ce n'est que le début. Elle ne savait pas à quel point ces mots étaient prophétiques. À des kilomètres de là, dans son bureau parisien avec vue sur la Seine, Laurent Beaumont composait un numéro sur son téléphone sécurisé. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur tout ce qui concerne une orpheline nommée Manon Dubois. Oui, tout. Particulièrement ce qui pourrait la discréditer. J'ai besoin que vous enquêtiez sur tout ce qui concerne une orpheline nommée Manon Dubois. Oui, tout. Particulièrement ce qui pourrait la discréditer. » Les semaines qui suivirent la confrontation avec Beaumont apportèrent des changements profonds dans la vie de Manon. Le petit logement attenant à l'écurie historique, autrefois utilisé comme remise, avait été sommairement nettoyé et aménagé. Une pièce simple mais lumineuse, avec un lit étroit, une table en bois, 2 chaises dépareillées et une petite salle d'eau. Pour Manon, qui n'avait jamais possédé plus que ce qu'elle pouvait porter dans son sac usé, c'était un palais. Le premier matin, dans sa nouvelle demeure, elle s'éveilla au hennissement doux de Tonnerre. L'étalon semblait avoir développé une sensibilité particulière à ses routines, comme s'il avait intégré Manon dans son propre rythme vital. Elle ouvrit la fenêtre et aperçut sa silhouette majestueuse dans le petit enclos attenant à l'écurie. Le ruban bleu, désormais élément permanent de sa crinière, ondulait doucement dans la brise matinale. « Bonjour, mon beau », murmura-t-elle. Tonnerre dressa les oreilles, fixant son regard sur elle, avec une intensité qui n'avait plus rien de l'animal terrifié qu'elle avait rencontré quelques semaines plus tôt. Il y avait toujours cette vigilance, cette méfiance fondamentale envers le monde, mais quand il regardait Manon, quelque chose s'adoucissait dans ses yeux sombres. Leur première session officielle se déroula dans l'atmosphère paisible de ce petit enclos herbeux. Manon s'assit simplement au centre, laissant Tonnerre explorer librement l'espace autour d'elle. Elle avait apporté un livre, mais ne lisait pas. Elle voulait simplement être présente, sans exigence, sans attente. Pendant près d'1 heure, l'étalon fit le tour de l'enclos, s'arrêtant parfois pour brouter quelques touffes d'herbe, mais gardant toujours un œil sur la jeune fille, immobile. Puis, dans un mouvement qui semblait calculé dans sa lenteur délibérée, il s'approcha d'elle et tendit son museau vers le ruban bleu qui ornait sa crinière, comme s'il reconnaissait ce lien tangible entre eux. Ce petit geste, cette reconnaissance silencieuse de leur connexion, fit monter des larmes aux yeux de Manon. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit qu'elle appartenait à quelque part, à quelqu'un. Pendant ce temps, à Paris, une bataille bien plus sombre se préparait. Dans son bureau luxueux avec vue sur la Seine, Laurent Beaumont recevait les premiers rapports de ses avocats. « Les documents sont déjà déposés au tribunal », expliquait un homme en costume austère. « Nous contestons la validité des registres historiques présentés par la commune. L'argumentation repose sur l'absence de continuité dans la chaîne de propriété et l'application de la prescription acquisitive. » Beaumont hocha la tête distraitement, son esprit déjà ailleurs. Et concernant l'autre sujet, l'orpheline, nos investigateurs y travaillent. Pour l'instant, nous savons qu'elle a été placée dans 16 foyers différents après le décès de sa mère. Aucune famille n'a souhaité la garder plus de quelques mois. Un sourire froid étira les lèvres de Beaumont. Continuez à creuser. Tout le monde a des secrets, même une gamine de 17 ans. À Saint-Cloud, ignorant ses manœuvres, Manon établissait progressivement une routine avec Tonnerre. Chaque matin, elle nettoyait son box, changeait sa litière, vérifiait sa nourriture et son eau. Mais contrairement aux soins standards, elle accompagnait chaque geste de paroles douces, expliquant ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait,
demandant toujours une permission silencieuse avant de toucher l'animal. « Je vais juste vérifier ton sabot, d'accord ?» murmurait-elle avant de se pencher vers ses jambes. Au début, Tonnerre se raidissait, son corps entier vibrant de méfiance. Mais jour après jour, sa résistance s'amenuisait. Il commença à lever le pied avant même qu'elle ne le demande, anticipant ses mouvements avec une intelligence qui impressionnait même le vieux pelletier lors de ses visites régulières. « Ce n'est pas du dressage classique », observa le vétérinaire un matin, regardant Manon introduire doucement un licol souple autour de la tête de Tonnerre. « C'est une conversation. » Manon sourit timidement. « Je lui parle, c'est tout, et j'écoute quand il me répond. »« Comment sais-tu ce qu'il dit ?» Elle haussa les épaules, incapable d'articuler ce qui lui semblait si évident. Son corps parle, ses yeux, ses oreilles, sa façon de respirer. Chaque muscle raconte une histoire. Pendant que cette relation extraordinaire se développait dans le calme du petit refuge, d'autres forces s'activaient. À la mairie de Saint-Cloud, le maire Descoteaux recevait presque quotidiennement des courriers d'avocats parisiens, chacun plus menaçant que le précédent. Des articles commençaient à apparaître dans des journaux de la capitale, questionnant la compétence de l'administration rurale de Saint-Cloud. Administration incompétente s'approprie propriété privée, lisait-il avec amertume dans le Figaro. Un abus de pouvoir rural contre l'entrepreneuriat. Comme par hasard, des inspecteurs de santé et sécurité commencèrent à visiter les propriétés d'alliés du maire. La boulangerie de Madame Fournier reçut 3 visites en 2 semaines, un record en 40 ans d'existence. « Il cherche la moindre infraction », confia-t-elle à Manon en lui apportant des pains frais un matin. « Mais je leur ai dit, mes pains sont comme ma conscience, propres et honnêtes depuis 4 décennies. » La vieille boulangère n'était pas la seule à manifester son soutien. Le forgeron local, M. Girard, vint proposer ses services gratuitement pour vérifier les fers des quelques chevaux désormais hébergés dans l'écurie rebaptisée « Refuge équestre municipal ». « Ma grand-mère m'a raconté que cet endroit appartenait au peuple », déclara-t-il en examinant les sabots de Tonnerre avec précaution. Elle se souvenait des chevaux de trait qu'on y soignait après la Première Guerre mondiale. C'est bon de voir ce lieu retrouver sa vocation. Un après-midi particulièrement doux, alors que Manon brossait délicatement l'encolure de Tonnerre, Jacques Lemaire, l'ancien palefrenier mutilé, vint lui rendre visite. Il observa en silence pendant plusieurs minutes la communion silencieuse entre la jeune fille et l'étalon. « Jamais je n'aurais cru voir cet animal aussi calme, » dit-il finalement, levant inconsciemment sa main où manquaient 2 doigts. Il était comme un démon quand j'ai essayé de le dresser. « Il n'est pas fait pour être dressé, » répondit doucement Manon, « juste pour être compris. » Jacques hocha la tête, contemplant l'animal qu'il avait mutilé sans la moindre trace de ressentiment. Philippe nous ordonnait d'utiliser le stick électrique. Disait que c'était la seule façon de briser sa résistance avant le concours international. Beaumont avait parié qu'il remporterait le Grand Prix avec son nouvel étalon. Et quand ça n'a pas marché ? Quand ça n'a pas marché, Tonnerre est devenu le cheval défectueux, l'investissement raté. Plus personne ne voulait admettre que c'était notre méthode qui était défectueuse, pas lui. Le mot se répandit dans le village. Des enfants commencèrent à venir, d'abord intimidés, puis fascinés par la possibilité de voir de près le cheval du démon dont tout le monde parlait. À leur grande surprise, ils découvrirent un animal majestueux qui suivait Manon comme une ombre, acceptant doucement les carottes offertes par des mains hésitantes. Un jour, en fouillant dans de vieux registres poussiéreux du Harras, Manon découvrit l'origine exacte de Tonnerre. Il avait été acheté en Arabie Saoudite 18 mois plus tôt, auprès des écuries royales Al-Mansour, pour la somme astronomique de 500 000 €. Les documents mentionnaient sa lignée prestigieuse remontant aux meilleurs étalons du désert et incluaient des clauses spécifiques concernant son traitement. Jeanne Martin, une journaliste du journal local qui couvrait régulièrement les développements de l'affaire, expliqua à Manon les implications plus larges de la situation. « Beaumont ne peut pas t'attaquer directement », dit-elle en prenant des notes pour son prochain article. « Une orpheline qui sauve un cheval maltraité ? Ce serait un désastre en termes d'image. Alors il attaque tes soutiens, espérant que l'édifice s'effondrera tout seul. Un matin d'automne, alors que les premières feuilles dorées tombaient autour du refuge, une procession de véhicules luxueux franchit le portail. À leur tête, une Bentley noire que Manon reconnut immédiatement. Laurent Beaumont en descendit,
un sourire triomphant aux lèvres. À ses côtés émergea un homme d'âge mûr vêtu d'une tenue traditionnelle saoudienne, une tobe immaculée et un keffieh retenu par un agal noir. Sa démarche dégageait une dignité tranquille, son regard intelligent observant les lieux avec une curiosité mesurée. Le cheikh Al-Mansour, annonça Beaumont au maire qui accourait pour les intercepter, est venu personnellement vérifier le bien-être de son animal. Tonnerre a été élevé dans les écuries royales d'Arabie Saoudite et vendu avec la garantie d'un traitement adéquat. Le cheikh, un homme à l'expression grave et aux yeux pénétrants, marcha directement vers l'écurie. À sa vue, Tonnerre recula nerveusement dans son box, ses oreilles plaquées en arrière dans une posture défensive. « Voyez » argumenta Beaumont. « L'animal reconnaît son éleveur d'origine et montre le respect approprié. Cette farce de maltraitance est ridicule. » Le cheikh leva une main, faisant taire Beaumont. « Ce n'est pas du respect que je vois, » observa-t-il calmement. « C'est de la peur. Ce n'est plus le même animal que j'ai élevé. » À cet instant, Manon émergea du fond de l'écurie. En la voyant, Tonnerre se détendit immédiatement, s'approchant pour toucher son épaule de son museau, en un geste de confiance qui ne passa pas inaperçu. Le cheikh observa l'interaction avec un intérêt croissant. « Qui est cette jeune femme ?»« Personne », écarta Beaumont d'un geste. « Une employée temporaire. »« Elle semble être quelqu'un de très important pour ce cheval », commenta le cheikh, se tournant vers Manon. « Comment avez-vous gagné sa confiance ?»« Je n'ai rien fait de spécial, monsieur », répondit timidement Manon. « J'ai simplement montré que je n'avais pas peur de lui, et qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur de moi. » Durant l'heure qui suivit, le cheikh observa Manon travailler avec Tonnerre. Il vit comment l'étalon autrefois agressif suivait ses mouvements doux, comment il répondait à sa voix, comment il permettait son toucher sans hésitation. « J'ai une proposition », annonça finalement le cheikh. « Je paierai à monsieur Beaumont la valeur intégrale de l'assurance pour l'animal. En échange, Tonnerre restera ici, sous les soins de cette jeune fille, avec un financement adéquat pour son entretien. »« C'est absurde », protesta Beaumont. « L'animal est ma propriété. Vous ne pouvez pas simplement… »« Je peux et je vais le faire », interrompit froidement le cheikh. « Alternativement, je peux contacter les autorités françaises concernant les violations de notre accord de vente qui spécifiait clairement le traitement humain de l'animal. Ma famille a une influence diplomatique considérable, monsieur Beaumont. Préférez-vous régler cette affaire discrètement ou dans les gros titres internationaux ? » Après avoir observé pendant 1 heure l'interaction entre Manon et Tonnerre, le cheikh se tourna vers Beaumont avec une expression grave. « Je vais payer la valeur intégrale de l'assurance pour l'animal, mais il restera ici, avec cette jeune fille. » Et comme l'industriel commençait à protester, l'arabe ajouta froidement « Alternativement, je peux contacter les autorités françaises concernant les violations de notre accord de vente qui spécifiait clairement le traitement humain de l'animal. Préférez-vous régler cela discrètement ou dans les manchettes internationales ?» L'intervention du cheikh Al-Mansour avait temporairement résolu la situation légale de Tonnerre. Mais Beaumont, publiquement humilié, ne s'était éloigné que pour planifier sa vengeance avec plus de soin. 6 mois s'écoulèrent, durant lesquels le Centre équestre Liberté commença à prendre forme sous les mains diligentes de Manon et des volontaires du village. Le financement initial du cheikh avait permis des rénovations essentielles. Le toit de l'écurie historique ne laissait plus passer la pluie. Les box avaient été agrandis et modernisés. Une petite sellerie propre remplaçait l'ancien débarras. Rien d'extravagant. Le lieu conservait son caractère rustique, mais chaque amélioration visait le bien-être des animaux plutôt que l'ostentation. Par une matinée de printemps particulièrement douce, Manon travaillait avec Tonnerre dans le pré principal. Le soleil filtrait à travers les jeunes feuilles des peupliers, créant un jeu d'ombre dansante sur le sol. L'étalon arabe, dont la robe noire avait retrouvé son lustre grâce à des mois de soins attentifs, suivait Manon sans longe ni licol, répondant à ses moindres gestes comme s'il partageait un langage secret. « Un peu à gauche », murmurait-elle, accompagnant sa demande d'un léger mouvement d'épaule presque imperceptible. Tonnerre s'exécutait immédiatement, ajustant sa trajectoire avec une précision qui aurait impressionné les dresseurs les plus expérimentés. Plus remarquable encore, ses yeux, autrefois perpétuellement dilatés par la terreur,
reflétait désormais une concentration sereine, une présence totale dans l'instant partagé. De l'autre côté de la clôture, le docteur Pelletier observait la séance avec une fascination non dissimulée. Il avait pris l'habitude de venir régulièrement, moins pour des contrôles vétérinaires que pour documenter ce qu'il considérait comme une approche révolutionnaire de la relation homme-cheval. Elle n'a pas ébrisé son esprit, expliquait-il à un petit groupe de visiteurs. Elle a construit un partenariat basé sur le respect mutuel. Regardez comme il choisit de la suivre. Aucune contrainte physique ne l'y oblige. Parmi les spectateurs se trouvait une famille visiblement épuisée, un couple d'âge moyen et leur fille adolescente. La femme tenait à la main une coupure de journal parlant du « miracle de Saint-Cloud ». Lorsque Manon termina sa séance avec Tonnerre, ils s'approchèrent timidement. « Mademoiselle Dubois ?» Le père hésita, comme gêné. « On nous a parlé de vous, de ce que vous avez fait pour cet étalon que tout le monde disait irrécupérable. » Manon acquiesça, essuyant ses mains sur son jean usé. À 18 ans maintenant, elle restait toujours aussi modeste dans son apparence, mais une confiance tranquille émanait d'elle, celle qui vient non du pouvoir, mais de la certitude d'avoir trouvé sa vocation. « Nous avons une jument, » poursuivit l'homme. « Une Andalouse de 6 ans. Après un accident de transport, elle est devenue incontrôlable. 3 vétérinaires nous ont conseillé l'euthanasie, mais... » Sa voix se brisa. Sa femme prit le relais, posant une main sur le bras de leur fille, qui regardait obstinément le sol. C'était la jument de Marie. Elles ont grandi ensemble. Nous ne pouvons pas. Tous disent que c'est un cas désespéré, mais nous avons entendu parler de vous. Le soir même, Manon se tenait devant le box d'une jument grise aux yeux fous, dont le corps tremblant portait les cicatrices d'un accident violent. L'animal se jetait contre les parois dès qu'on s'approchait, hennissant de terreur. Elle était dans une vanne qui s'est renversée sur l'autoroute, expliqua Marie, la voix brisée par l'émotion. Elle est restée coincée pendant des heures avant que les pompiers puissent la dégager. Depuis, elle ne laisse plus personne l'approcher, pas même moi. Manon observa la jument en silence, reconnaissant dans ses mouvements frénétiques les mêmes schémas de peur que Tonnerre avait manifestés des mois plus tôt. La peur n'était pas le problème, c'était un symptôme. Le vrai problème était la perte totale de confiance, la conviction profonde que tout contact humain signifiait souffrance. « Elle peut rester ici », dit simplement Manon. « Je ne promets rien, mais nous allons essayer. » Durant les semaines qui suivirent, Manon appliqua avec la jument traumatisée les mêmes principes qu'avec Tonnerre. Patience infinie, respect absolu de l'espace vital de l'animal, communication constante sans attente de résultats immédiats. Elle passait des heures simplement assise près du box, lisant à voix haute, chantonnant doucement, créant une présence régulière et prévisible. Le changement fut encore plus lent qu'avec Tonnerre. 1 mois entier s'écoula avant que la jument cesse de se jeter contre les parois quand Manon approchait. 2 semaines supplémentaires avant qu'elle accepte de manger en sa présence. Mais chaque petit progrès était célébré, documenté, respecté comme le précieux témoignage d'une confiance renaissante. Et puis, un matin lumineux, l'impensable se produisit. Alors que Marie visitait sa jument, l'animal s'approcha lentement de la barrière et tendit son museau vers la jeune fille en larmes. La nouvelle de cette seconde réhabilitation miraculeuse se répandit rapidement. Bientôt, d'autres demandes commencèrent à affluer. Un cheval de concours devenu agressif après un accident, un poney maltraité confisqué à son propriétaire, une vieille jument de trait abandonnée. Chaque cas était différent, mais tous partageaient le même besoin fondamental: retrouver la capacité de faire confiance. Jacques Lemaire, l'ancien palefrenier mutilé par Tonnerre, devint le premier assistant officiel de Manon. Sa connaissance technique des chevaux complétait parfaitement l'intuition naturelle de la jeune fille. Ensemble, ils développèrent un programme structuré pour chaque nouvel arrivant, adapté à son histoire spécifique et à ses besoins particuliers. « Je comprends maintenant », confia Jacques un soir, observant Tonnerre et la jument grise paître paisiblement côte à côte dans le pré principal. « Ce n'est pas seulement une question de technique, c'est une façon d'être avec eux. » Manon sourit. « C'est exactement ça. Être vraiment présent, sans agenda caché, sans impatience. Les chevaux lisent nos intentions mieux que nos gestes. À Paris, cependant,
d'autres intentions se tissaient dans l'ombre. Dans son bureau luxueux, Laurent Beaumont recevait régulièrement des rapports détaillés sur les activités du Centre équestre Liberté. Chaque succès de Manon était une épine supplémentaire dans son orgueil blessé. « Elle n'est qu'une gamine sans éducation », fulminait-il en parcourant un article élogieux du magazine équestre national. Comment ose-t-elle se présenter comme une experte? Ces investigateurs privés continuaient de fouiller méticuleusement le passé de Manon, cherchant la faille qui permettrait de l'attaquer sans paraître mesquin. Ils interrogeaient d'anciens travailleurs sociaux, visitaient les institutions où elle avait séjourné, compilaient chaque fragment d'information disponible. Un matin froid d'hiver, alors que Manon travaillait avec un nouveau pensionnaire, un étalon espagnol autrefois utilisé pour la corrida, une journaliste de la revue Équestre Nationale arriva au centre. Catherine Fournier était connue pour ses articles fouillés et son intégrité professionnelle. Elle avait demandé une interview après avoir entendu parler des méthodes non conventionnelles employées à Saint-Cloud. « Je suis curieuse de comprendre votre approche », expliqua-t-elle en observant Manon simplement assise dans le box avec l'étalon espagnol, sans aucune tentative apparente de le travailler. « Je ne fais rien de spécial », répondit Manon, toujours aussi humble malgré sa réputation grandissante. « Je respecte simplement qu'ils ont des histoires que je ne peux pas voir, des blessures que je ne peux pas toucher. » Catherine prit des notes pendant 3 jours, documentant les routines quotidiennes, les interactions subtiles, les moments de progrès et les inévitables reculs. Elle fut particulièrement fascinée par la relation entre Manon et Tonnerre, qui avait évolué en une symbiose presque parfaite. « Comment expliquez-vous cette connexion exceptionnelle ?» demanda-t-elle en voyant l'étalon arabe répondre à des signaux pratiquement invisibles. Manon réfléchit un instant, caressant distraitement le ruban bleu délavé toujours tressé dans la crinière de Tonnerre. « Je crois que nous nous sommes reconnus, » dit-elle finalement. « 2 âmes qui ont appris à survivre en se cachant. Quand on partage le même langage de la peur, on peut aussi partager celui de la guérison. » 2 semaines plus tard, un article de 8 pages paraissait dans la Revue nationale. Le murmure de Saint-Cloud. Comment une orpheline de 18 ans révolutionne les méthodes de réhabilitation équine. L'article détaillait l'approche de Manon, mêlant observations scientifiques et témoignages émouvants. Il soulignait l'absence totale de contraintes physiques dans ses méthodes, l'importance cruciale accordée au choix de l'animal et les résultats remarquables obtenus avec des cas jugés désespérés. Dans son bureau parisien, Laurent Beaumont lut l'article avec une rage à peine contenue. Puis, lentement, un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin d'une faveur au ministère des Affaires sociales », dit-il sans préambule. Concernant le statut légal d'une certaine Manon Dubois, ses investigateurs avaient finalement trouvé une faille. En examinant les documents administratifs concernant Manon après la mort de sa mère, ils avaient découvert une série d'irrégularités bureaucratiques. Techniquement, la tutelle n'avait jamais été correctement transférée. Selon la loi, Manon restait une mineure sous la responsabilité de l'État français jusqu'à ses 18 ans révolus. « C'est parfait », murmura Beaumont en signant une série de documents officiels préparés par ses avocats. « La solution parfaite. Sans cette gamine, tout ce petit cirque s'effondrera. » Par une matinée radieuse, alors que Manon démontrait à un groupe d'admirateurs comment Tonnerre répondait désormais à des commandes presque imperceptibles, une voiture officielle se gara à l'entrée du centre. 2 représentants de l'aide sociale à l'enfance en descendirent, expression grave et dossier à la main. « Mademoiselle Dubois ?» appela l'un d'eux, une femme d'âge moyen au visage sympathique mais déterminé. « Nous devons vous parler concernant votre situation légale. Nous avons ici une ordonnance exigeant votre retour immédiat à Paris, dans une institution appropriée pour mineurs sous tutelle de l'État. Nous avons ici une ordonnance exigeant votre retour immédiat à Paris, dans une institution appropriée pour mineurs sous tutelle de l'État. » Les mots résonnèrent dans l'air printanier comme un coup de tonnerre. Manon sentit son corps se glacer, une sensation qu'elle connaissait trop bien, celle qui précède la chute, quand le sol se dérobe sous vos pieds. Autour d'elle, le temps sembla s'arrêter. Le petit groupe de visiteurs qui admirait son travail avec Tonnerre quelques secondes plus tôt observait maintenant la scène avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Tonnerre, immédiatement sensible au changement dans la posture de Manon, s'approcha d'elle, plaçant son corps massif entre la jeune fille et les nouveaux arrivants.
Ses naseaux frémissaient, ses oreilles pivotaient nerveusement, captant la tension soudaine qui imprégnait l'atmosphère. Il doit y avoir une erreur, parvint finalement à articuler Manon, sa voix plus calme que ne l'aurait laissé supposer le tumulte intérieur qui l'agitait. J'ai 18 ans dans quelques semaines. La représentante de l'aide sociale, Madame Moreau selon son badge, s'avança avec une expression qui trahissait un certain malaise. Nous comprenons la situation délicate, mademoiselle Dubois. Mais une dénonciation anonyme a questionné la légalité d'une mineure non émancipée vivant seule et gérant un centre équestre. Nous sommes légalement tenus d'intervenir. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous réunis dans le petit bureau du centre. Manon, les 2 agents, le maire des Coteaux qui avait été appelé d'urgence, et le docteur Pelletier qui refusait de laisser Manon affronter cette situation seule. Cette ordonnance semble en ordre, admit le maire en examinant les documents, son front plissé par l'inquiétude. Mais le contexte est particulier. Mademoiselle Dubois a démontré une maturité et une responsabilité exceptionnelles. Nous ne contestons pas cela, répondit Monsieur Leroux, le second agent. Mais la loi est claire. Jusqu'à sa majorité ou son émancipation officielle, Mademoiselle Dubois reste sous la tutelle de l'État. La pièce semblait soudain trop petite, l'air trop rare. Manon sentait le piège se refermer, un piège familier, celui des règlements inflexibles et des décisions prises par des personnes qui ne connaissaient d'elle que des dossiers incomplets. « Et que deviendront les chevaux ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant enfin son angoisse. « Certains ne supporteront pas un nouveau changement. » Tonnerre. « Les animaux seront pris en charge par des professionnels compétents, répondit Madame Moreau avec une gentillesse qui sonnait creux aux oreilles de Manon. À travers la fenêtre du bureau, elle pouvait apercevoir Tonnerre qui attendait immobile dans la cour, comme s'il montait la garde. Comment expliquer que ce n'était pas une question de compétences techniques? Comment faire comprendre que le lien qu'elle avait établi avec ces animaux brisés reposait sur une compréhension mutuelle que nul diplôme ne pouvait remplacer? « J'ai quelque chose à dire », intervint soudain le docteur Pelletier. « En tant que vétérinaire ayant plus de 40 ans d'expérience, je peux affirmer que le travail de Manon Dubois avec ces animaux traumatisés est exceptionnel. La séparer d'eux maintenant, particulièrement de l'étalon arabe, pourrait causer des dommages irréversibles. » Les heures qui suivirent prirent une tournure inattendue. Comme si une alarme silencieuse avait retenti dans tout Saint-Cloud, le centre se remplit progressivement de villageois venus apporter leur soutien. Madame Fournier arriva avec des paniers de pain frais, déclarant haut et fort que Manon était plus adulte que bien des quadragénaires qu'elle connaissait. Le forgeron Girard proposa de témoigner officiellement de sa compétence professionnelle. Le maire, galvanisé par ce soutien populaire, multipliait les appels à Paris. « J'ai un contact au ministère », expliqua-t-il à Manon entre 2 conversations téléphoniques. « Nous allons trouver une solution. » Pendant ce temps, les agents de l'aide sociale, visiblement mal à l'aise face à cette mobilisation spontanée, acceptèrent de reporter toute décision immédiate. « Nous pouvons accorder 48 heures pour clarifier la situation », concéda finalement Madame Moreau. « Mais nous devrons revenir avec une résolution définitive. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Manon resta auprès de Tonnerre. L'étalon, sentant son agitation, refusait de s'éloigner d'elle, la suivant comme une ombre protectrice. À plusieurs reprises, il positionna son corps entre elle et la route d'accès, comme s'il percevait une menace invisible. « Comment t'expliquer » murmura-t-elle, le front appuyé contre l'encolure puissante du cheval, « que cette fois, le danger ne peut être repoussé par ta force ou ma détermination ?» Le lendemain, une lueur d'espoir apparut sous la forme d'une famille qui avait entendu parler de la situation. Ils arrivèrent tôt le matin, un couple avec un garçon d'une dizaine d'années dont le regard évitait soigneusement tout contact. « Lucas est autiste », expliqua doucement la mère tandis que son fils restait en retrait, fasciné par les mouvements d'un papillon. « Les médecins à Paris nous ont suggéré la thérapie assistée par les animaux, mais aucun centre conventionnel n'a réussi à capter son attention. Nous avons lu cet article sur votre travail. » Manon les accueillit avec une simplicité qui les mit immédiatement à l'aise. Sans forcer l'interaction, elle invita Lucas à simplement s'asseoir dans l'enclos où se trouvait Tonnerre. L'étalon, d'habitude réservé avec les étrangers, sembla comprendre instinctivement la fragilité particulière de cet enfant.
Il s'approcha lentement, s'arrêtant à quelques mètres, baissant sa tête massive au niveau du garçon immobile. Ce qui se passa ensuite laissa tous les adultes présents sans voix. Lucas, qui n'avait pas prononcé un mot depuis leur arrivée, commença à parler doucement à Tonnerre. Des phrases simples, fragmentées, mais des mots réels adressés directement à l'animal. Ses parents, observant la scène à distance, ne purent retenir leurs larmes. « Il n'a jamais, » commença le père, la voix brisée par l'émotion, « jamais parlé spontanément à un étranger. » Parmi les témoins de cette scène se trouvait le docteur Claire Dumas, une psychologue infantile venue à la demande du maire pour évaluer l'impact du travail de Manon. Son carnet se remplit rapidement de notes. « Ce que nous observons ici, » expliqua-t-elle plus tard aux agents de l'aide sociale qui étaient revenus comme promis, va au-delà de simples techniques d'équitation thérapeutique. Mademoiselle Dubois a créé un environnement où des enfants comme Lucas peuvent établir des connexions significatives impossibles ailleurs. Pendant 3 jours, le centre devint le théâtre d'une bataille administrative silencieuse. D'un côté, les règlements inflexibles et les procédures standardisées. De l'autre, l'évidence vivante du travail exceptionnel réalisé par cette jeune fille de presque 18 ans. Le docteur Dumas documenta méticuleusement chaque session, compilant des preuves de percées thérapeutiques que des années de thérapie conventionnelle n'avaient pu obtenir. Les fonctionnaires de l'aide sociale, initialement rigides, commencèrent à montrer des signes de doute. Ils observaient Manon travailler avec les chevaux et les enfants, notant la maturité de ses décisions, la justesse de ses intuitions. La décision a été reportée, annonça finalement Madame Moreau lors de sa 3e visite. Il y a désaccord entre départements concernant la juridiction appropriée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'arrivée des agents, Manon permit à la fatigue de la submerger. Dans son petit logement attenant à l'écurie, elle s'effondra sur son lit, épuisée par la tension constante des derniers jours. Son sommeil fut agité, peuplé de rêves où elle était à nouveau l'enfant silencieuse ballottée d'un foyer à un autre. Dans son rêve, sa mère lui nouait le ruban bleu au poignet, murmurant des paroles qu'elle ne pouvait entendre. Puis le visage de sa mère se transformait en celui de Tonnerre, et le ruban bleu flottait maintenant dans sa crinière noire comme un fragment de ciel emprisonné. Un hennissement puissant la réveilla en sursaut. La nuit était particulièrement froide pour la saison, et un vent inhabituel faisait claquer la fenêtre mal fermée. Manon se redressa, instantanément alerte. Ce n'était pas un hennissement ordinaire, c'était un cri d'alarme. Enfilant rapidement ses bottes, elle sortit dans la cour. La lune presque pleine baignait les bâtiments d'une lumière argentée, créant des ombres nettes et tranchantes. Tonnerre se tenait au milieu de l'enclos, immobile mais tendu comme un arc, sa silhouette massive découpée contre le ciel nocturne. Ses oreilles étaient pointées fixement vers la route d'accès, ses naseaux dilatés captant des odeurs que Manon ne pouvait percevoir. « Qu'y a-t-il, mon beau » murmura-t-elle en s'approchant. L'étalon piaffa nerveusement, refusant catégoriquement d'entrer dans son box malgré le froid. À plusieurs reprises cette nuit-là, il hennit en direction de la route, comme s'il avertissait d'un danger imminent. Manon resta avec lui, partageant sa veille inexplicable jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Le lendemain, les agents de l'aide sociale revinrent avec des nouvelles mitigées. « La décision finale est toujours en suspens », expliqua M. Leroux, visiblement plus sympathique qu'à sa première visite. « Mais nous sommes impressionnés par ce que nous avons observé ici. » Cette nuit-là encore, Tonnerre refusa obstinément d'entrer dans l'écurie. Malgré le vent glacial qui s'était levé, il restait posté face à la route, hennissant occasionnellement, dans une posture de vigilance qui intriguait tous les habitués du centre. « Je n'ai jamais vu un comportement pareil », admit Jacques Lemaire en observant l'animal. « C'est comme s'il montait la garde. » Manon, épuisée par les tensions des derniers jours, finit par s'endormir d'un sommeil lourd, bercée par les souvenirs fragmentés de sa mère et de la Fita Azul, désormais indissociable de Tonnerre. Au milieu de la nuit, un hennissement d'une puissance terrifiante la réveilla brutalement. Ce n'était plus un avertissement, c'était un cri de guerre. Bondissant hors de son lit, Manon vit par la fenêtre ce qui avait provoqué l'alarme de Tonnerre. Une mince volute de fumée s'échappait du toit de l'écurie principale où dormaient 5 chevaux récemment rescapés.
Tandis que les flammes commençaient à se propager et que Manon courait désespérément vers les écuries pour sauver les animaux, une silhouette sombre disparut dans les ombres de la propriété. À distance, dans sa voiture garée sur la route rurale, Philippe observait le début de l'incendie avec un sourire satisfait, murmurant au téléphone « C'est fait, monsieur Beaumont. Le feu ressemble à un accident électrique, exactement comme prévu. » Tandis que les flammes commençaient à se propager et que Manon courait désespérément vers les écuries pour sauver les animaux, une silhouette sombre disparut dans les ombres de la propriété. À distance, dans sa voiture garée sur la route rurale, Philippe observait le début de l'incendie avec un sourire satisfait, murmurant au téléphone « C'est fait, monsieur Beaumont. Le feu ressemble à un accident électrique, exactement comme prévu. » La fumée s'épaississait rapidement, formant un voile opaque qui transformait l'air nocturne en poison brûlant. Manon, la gorge déjà irritée, courut vers l'écurie principale en hurlant pour réveiller les volontaires qui dormaient dans des caravanes à proximité. Son cri déchira le silence de la nuit, portant l'urgence dans chaque syllabe. « Au feu! Les chevaux! Réveillez-vous !» Jacques Lemaire fut le premier à émerger, son visage marqué par les années reflétant la lueur orangée des flammes. « Mon Dieu !» souffla-t-il avant de se précipiter vers la réserve d'eau. Manon atteignit la grande porte de l'écurie, la chaleur déjà palpable à travers le bois. Sans hésiter, elle tira le loquet et fut accueillie par une vague de fumée âcre. À l'intérieur, les hennissements paniqués des 5 chevaux rescapés fendaient l'air comme des lames. Le feu avait pris dans le grenier à foin, au-dessus des box, et les braises incandescentes tombaient déjà sur la paille en contrebas. « Doucement, doucement », murmura Manon en s'approchant du premier box où un jeune hongre alezan tournait frénétiquement, les yeux exorbités par la terreur. Avec des gestes précis malgré l'urgence, elle déverrouilla la porte et saisit le licol accroché à côté. L'animal recula d'abord, mais la voix calme de Manon parvint à percer sa panique. « Viens, mon beau, viens avec moi. » Guidant le hongre tremblant vers la sortie, elle le confia à un des volontaires qui venait d'arriver avant de replonger dans la fumée de plus en plus dense. Le deuxième cheval, une jument baie de 6 ans, suivit avec une résistance minimale, comme si elle comprenait instinctivement que Manon représentait sa seule chance de survie. Les minutes s'étiraient comme des heures, tandis que Manon libérait un 3e puis un 4e équidé, les guidant vers la sécurité de la cour extérieure. La chaleur devenait insupportable, mordant sa peau à travers ses vêtements, asséchant ses yeux qui larmoyaient abondamment. C'est alors qu'elle se souvint de Sirocco, la vieille jument grise récemment sauvée d'un abattoir. Partiellement aveugle, l'animal occupait le box le plus éloigné, dans le fond de l'écurie. « Manon, n'y retourne pas !» cria Jacques, la voix teintée de désespoir. « Le toit va s'effondrer !» Mais elle savait ce que représentait cette jument, non seulement une vie, mais un symbole de leur mission. Sirocco avait survécu à 15 ans de course, à l'abandon, à la menace de l'abattoir. Elle méritait mieux que de périr dans les flammes. Manon se couvrit le visage d'un foulard humide et s'enfonça à nouveau dans l'écurie embrasée. La fumée formait désormais un brouillard presque solide, rendant chaque respiration douloureuse. Elle avançait à tâtons, guidée par sa mémoire des lieux plus que par sa vision. « Sirocco », appela-t-elle entre 2 quintes de toux. « Je suis là, ma belle. » Un hennissement faible lui répondit depuis le fond du bâtiment. La vieille jument, paralysée par la terreur, s'était réfugiée dans le coin le plus éloigné de son box. Ses yeux laiteux reflétèrent les flammes qui dévoraient maintenant les poutres du plafond. Au moment où Manon atteignit le box, un craquement sinistre résonna au-dessus d'elle. Une section du toit commençait à céder, bloquant partiellement l'accès à la sortie. La chaleur était devenue insoutenable, l'air presque irrespirable. Pour la première fois, la peur s'infiltra dans son esprit, non pas pour elle-même, mais à l'idée de ne pouvoir sauver Sirocco. Dans cet instant de désespoir, un miracle se produisit. Une silhouette massive se dessina dans la fumée, avançant avec une détermination qui défiait l'instinct de survie le plus élémentaire. Tonnerre, l'étalon arabe que tous considéraient autrefois comme un démon incontrôlable, venait de pénétrer volontairement dans l'écurie en flammes. « Tonnerre !» murmura Manon, incrédule. « Tu dois sortir, c'est trop dangereux. »
mais l'étalon s'approcha d'elle avec une assurance tranquille, comme immunisé contre la panique qui aurait dû l'envahir. Son souffle puissant repoussait momentanément la fumée, créant une bulle d'air précieux autour d'eux. Avec une intelligence qui dépassait l'entendement, il se positionna de manière à pousser Manon dans la direction de la sortie, l'orientant à travers le dédale enfumé. Ensemble, ils parvinrent à calmer suffisamment Sirocco pour l'inciter à les suivre. Manon guidait la vieille jument par son licol, tandis que Tonnerre, tel un bouclier vivant, les protégeait des débris enflammés qui continuaient de tomber autour d'eux. Le trio progressait lentement vers la sortie, chaque pas une victoire contre les flammes qui gagnaient du terrain. La chaleur faisait onduler l'air, transformant le chemin vers la liberté en mirage vacillant. Puis soudain, le toit émit un gémissement final avant de s'effondrer entièrement. Dans un ultime effort, Manon et les 2 chevaux bondirent vers l'ouverture, émergeant dans l'air frais de la nuit à peine quelques secondes, avant que l'écurie ne s'écroule dans un fracas assourdissant de bois calciné et de métal tordu. L'aube révéla l'ampleur des dégâts. L'écurie principale, cœur du centre, n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Les chevaux sauvés, regroupés dans le pré adjacent, formaient un tableau à la fois désolant et miraculeux, terrifié mais vivant. Des voisins étaient accourus dès les premières lueurs du jour, apportant couverture, nourriture et soutien silencieux. Monsieur Girard, le forgeron, arriva avec sa camionnette chargée de foin. « Pour les animaux », dit-il simplement en déchargeant les bottes. « Et j'ai appelé mon cousin qui est charpentier. Il viendra demain pour évaluer la reconstruction. » Madame Fournier, fidèle à son habitude, apporta des paniers de pain frais et des thermos de café chaud pour les volontaires épuisés. « Tu as besoin de force », insista-t-elle en tendant un pain au chocolat à Manon, dont le visage était maculé de suie. Les agents de l'aide sociale, qui devaient revenir ce matin-là pour poursuivre leur évaluation, arrivèrent pour découvrir une scène qu'ils n'avaient pas anticipée. Madame Moreau resta un moment immobile devant sa voiture, observant Manon qui, malgré l'épuisement évident, s'affairait auprès des chevaux traumatisés, vérifiant méthodiquement leurs yeux et leurs voies respiratoires à la recherche de signes d'inhalation de fumée. Son collègue, Monsieur Leroux, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer la scène, non pas comme preuve à charge, mais comme témoignage de quelque chose d'exceptionnel. Il captura le moment où Tonnerre, couvert de suie mais majestueux, rejoignit Manon près d'un abreuvoir improvisé, la suivant comme une ombre protectrice. « Ce que nous voyons ici, » murmura-t-il à sa collègue, « va bien au-delà de notre évaluation administrative standard. Vers midi, une équipe de vétérinaires bénévoles arriva pour examiner les animaux. Sous leur direction, un poste de soins fut établi à l'ombre des peupliers. Les chevaux présentaient majoritairement des brûlures légères et des irritations respiratoires, mais rien qui ne menaçait leur vie. Un miracle considérant l'intensité de l'incendie. Ça aurait pu être bien pire, confirma le docteur Pelletier, en terminant l'examen de Sirocco. Sans votre intervention rapide, nous aurions perdu tous les animaux. Tandis que la communauté s'activait autour des ruines encore fumantes, des enquêteurs des pompiers commencèrent leur travail méthodique. Ce fut l'un d'eux, un homme trapu aux sourcils broussailleux, qui prononça les mots que beaucoup suspectaient déjà. « Ce n'était pas un accident », déclara-t-il en montrant des résidus prélevés près du point d'origine du feu. « Nous avons trouvé des traces d'accélérateurs chimiques. Et regardez ces fils électriques, ils ont été délibérément dénudés pour provoquer un court-circuit. » L'information se répandit comme une onde de choc parmi les présents. Un incendie criminel, une tentative délibérée de détruire le centre et, potentiellement, de tuer les animaux qui s'y trouvaient. L'enquête policière débuta immédiatement, se concentrant d'abord sur l'hypothèse de vandales locaux ou d'activistes anti-équitation. Mais Jacques Lemaire, qui observait les enquêteurs travailler, fut soudain frappé par un souvenir. « J'ai vu une voiture », dit-il au lieutenant de police qui recueillait les témoignages. « Hier soir, en rentrant chez moi vers 23 heures. Une Renault grise garée sur le chemin forestier, avec les phares éteints. Vous avez pu identifier le conducteur ?» Jacques hésita, conscient de la gravité de ce qu'il allait dire. Pas clairement, mais la silhouette et la voiture. Elle ressemblait beaucoup à celle de Philippe, l'ancien contremaître du Haras à Beaumont. La mention de ce nom provoqua une réaction immédiate chez les enquêteurs.
Le lien avec Laurent Beaumont, l'industriel qui avait juré vengeance après avoir perdu sa bataille juridique pour Tonnerre et le terrain, était trop évident pour être ignoré. Moins de 24 heures plus tard, Philippe fut interpellé à son domicile. Confronté aux preuves techniques et aux témoignages, il s'effondra rapidement, proposant un marché au procureur. « Je n'ai fait que suivre des ordres », plaida-t-il, le visage gris de peur. « Beaumont m'a payé pour faire peur à la fille, pas pour blesser qui que ce soit. J'ai des preuves, des messages, des virements bancaires. » Le soir du 3e jour après l'incendie, alors que la nouvelle de l'arrestation de Philippe et de l'implication probable de Beaumont se répandait, Manon examina les ruines carbonisées de l'écurie principale. Malgré la solidarité extraordinaire de la communauté, un sentiment d'accablement menaçait de la submerger. Reconstruire prendrait des mois, des ressources qu'ils n'avaient pas, une énergie qu'elle sentait s'épuiser. Je pensais trouver une fille défaite, mais je vois une femme déterminée. La voix familière la fit sursauter. En se retournant, elle se trouva face au cheikh Al-Mansour, dont l'élégance contrastait étrangement avec le paysage de désolation. « Mon jet est à l'aéroport Le Bourget », poursuivit-il calmement. « Nous devons discuter de l'avenir de cet endroit, et du vôtre. »« Mon jet est à l'aéroport Le Bourget », poursuivit-il calmement. « Nous devons discuter de l'avenir de cet endroit, et du vôtre. » Manon resta silencieuse un instant, observant l'homme élégant qui se tenait devant les ruines fumantes. Le cheikh Al-Mansour n'avait pas changé depuis sa dernière visite. Même prestance, même regard pénétrant, même aura de calme autorité. Mais sa présence, à ce moment précis, semblait presque irréelle. « Vous êtes venu voir les dégâts ?» demanda-t-elle finalement, sa voix encore rauque à cause de la fumée inhalée. « Je suis venu voir un miracle », répondit-il en désignant d'un geste les chevaux regroupés dans le pré. « Ces animaux sont vivants grâce à vous. Et Tonnerre. » Il s'interrompit, observant l'étalon arabe qui se tenait à quelques mètres, vigilant. « Il est entré volontairement dans un bâtiment en flammes pour vous aider. Même moi qui l'ai élevé depuis sa naissance, je n'aurais jamais cru cela possible. » Le lendemain matin, une réunion extraordinaire fut organisée à la mairie de Saint-Cloud. Le cheikh Al-Mansour y déploya des plans architecturaux sur la grande table de la salle du conseil, sous les yeux ébahis du maire d'Ekoto et des notables locaux. « Voici ma proposition », expliqua-t-il avec une simplicité qui contrastait avec l'ampleur du projet. Une fondation internationale pour transformer le centre équestre Liberté en un établissement de référence pour la réhabilitation des chevaux traumatisés et l'équithérapie destinée aux enfants vulnérables. Les plans révélaient un ensemble harmonieux de bâtiments modernes, parfaitement intégrés dans le paysage rural. Écuries spacieuses, manèges couverts, zones thérapeutiques spécialisées et même un petit centre de recherche équin. « Le financement initial sera assuré par ma fondation », poursuivit le cheikh. « Mais l'objectif est l'autonomie à terme, grâce aux programmes de formation et aux services thérapeutiques. » « Et qui dirigerait ce centre ?» demanda prudemment le maire. « Mademoiselle Dubois, bien sûr », répondit le cheikh comme si la question était superflue. Son approche unique est précisément ce qui rend ce projet viable. Un murmure parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournèrent envers Manon qui, assise discrètement au fond de la salle, semblait presque se fondre dans le mur. « Elle n'a que 17 ans », rappela l'un des conseillers municipaux. « C'est pourquoi, enchaîna le cheikh, j'ai également engagé une équipe juridique spécialisée pour entamer une procédure d'émancipation légale. » Il se tourna vers Manon, son regard adouci par une compréhension profonde. « En France, la loi permet l'émancipation des mineurs dans des circonstances exceptionnelles. Votre cas, mademoiselle Dubois, dépasse l'exceptionnel. » Pendant que la réunion se poursuivait, détaillant les aspects techniques et financiers du projet, Manon laissa son esprit vagabonder vers Tonnerre. Depuis l'incendie, l'étalon manifestait un comportement encore plus protecteur envers elle, comme si leur lien s'était renforcé dans l'épreuve partagée. Elle se demandait ce qu'il penserait de ces plans grandioses, de ces changements qui s'annonçaient. Au même moment, dans un tribunal parisien, Laurent Beaumont comparaissait pour sa mise en examen. L'incendie criminel, désormais directement lié à ses ordres par les aveux de Philippe, avait transformé l'industriel respecté en paria médiatique.
Pourtant, ses avocats continuaient de contester avec acharnement la propriété du terrain historique, multipliant les recours et les procédures dilatoires. Cette bataille juridique semblait lointaine à Saint-Cloud, où la communauté se mobilisait déjà pour la reconstruction. Dès le lendemain de la réunion à la mairie, une armée de volontaires commença à déblayer les décombres de l'écurie incendiée. Agriculteurs, commerçants, simples habitants, tous mettaient la main à la pâte, formant une chaîne humaine pour évacuer les débris calcinés. La date de l'audience d'émancipation de Manon fut fixée 3 semaines plus tard. Entre-temps, une tente médicale avait été installée pour accueillir les chevaux blessés et des abris temporaires construits pour les autres. Malgré l'agitation constante autour d'elle, Manon maintenait sa routine avec une détermination tranquille, consacrant plusieurs heures par jour aux chevaux traumatisés par l'incendie. Sirocco, la vieille jument partiellement aveugle, souffrait particulièrement. Le feu avait réveillé d'anciennes terreurs, la rendant hyper vigilante et réactive au moindre bruit. Manon passait de longues heures simplement assise près d'elle, parfois lisant à voix haute, d'autres fois chantonnant doucement, créant un espace de calme prévisible dans le chaos environnant. Ce qui étonnait tous les observateurs, c'était le comportement de Tonnerre. L'étalon, autrefois si méfiant envers ses congénères, s'était spontanément positionné comme un agent apaisant pour les autres chevaux. Il se plaçait stratégiquement entre les animaux nerveux et les sources de stress, comme s'il leur enseignait par l'exemple comment rester calme face à l'adversité. « C'est fascinant », commenta le docteur Pelletier, en observant Tonnerre guider doucement un jeune hongre, loin d'une zone où des ouvriers utilisaient une scie bruyante. Il a développé une intelligence sociale que je n'ai jamais vue chez un étalon. C'est comme s'il avait intégré votre méthode et l'appliquait à sa manière. Le jour de l'audience d'émancipation arriva, transformant la petite salle d'audience du tribunal de Versailles en véritable événement communautaire. Des dizaines de personnes avaient en fait le déplacement. Le maire, bien sûr, mais aussi Madame Fournier, le forgeron Girard, des familles d'enfants ayant bénéficié de l'équithérapie, et même les agents de l'aide sociale qui, impressionnés par ce qu'ils avaient observé, étaient revenus témoigner en faveur de Manon. La jeune fille, vêtue d'une simple robe bleue empruntée à la fille de Madame Fournier, faisait face aux 3 juges avec la même présence tranquille qu'elle utilisait face aux chevaux effrayés. Ses réponses, directes et réfléchies, témoignaient d'une maturité que beaucoup d'adultes auraient enviée. « Mademoiselle Dubois », demanda la présidente du tribunal, « comment expliquez-vous votre capacité à gérer une structure qui accueille des animaux dangereux et des enfants vulnérables, sans formation officielle ?» Manon réfléchit un instant. « Je crois, Madame la Présidente, que certaines compétences ne s'acquièrent pas dans les livres. Quand on a passé son enfance à observer, à s'adapter pour survivre dans 16 foyers différents, on développe une sensibilité particulière aux besoins non exprimés. Les chevaux traumatisés, comme les enfants blessés, ne disent pas ce qu'ils ressentent. Ils le montrent. Il suffit d'être vraiment présent pour le voir. » Les témoignages se succédèrent pendant près de 3 heures. Parents d'enfants transformés par le contact avec les chevaux, vétérinaires impressionnés par les résultats obtenus, et même Jacques Lemaire, racontant comment Manon avait transformé l'animal qu'il avait mutilé en un partenaire thérapeutique pour d'autres. Le moment le plus émouvant fut peut-être celui où Madame Moreau, l'agent de l'aide sociale initialement venu pour ramener Manon à Paris, déclara avec une émotion à peine contenue « En 23 ans de carrière dans la protection de l'enfance, je n'ai jamais rencontré un cas comme celui de Mademoiselle Dubois. Ce qu'elle a construit ici n'est pas seulement remarquable, c'est nécessaire. » Lorsque le tribunal se retira pour délibérer, Manon sortit prendre l'air dans le petit jardin attenant au palais de justice. Le cheikh Al-Mansour l'y rejoignit, respectant d'abord son silence avant de partager une réflexion. « Dans la tradition bédouine, dit-il doucement, nous croyons que certaines personnes naissent avec le don de voir les chevaux, non pas avec leurs yeux, mais avec leur âme. Ce don est considéré comme sacré, car il rappelle le lien originel entre l'homme et l'animal, avant que la domination ne remplace le partenariat. » La délibération fut brève. Moins d'1 heure plus tard, la présidente du tribunal prononçait les mots qui allaient changer la vie de Manon. Ce tribunal accorde l'émancipation légale complète à Manon Dubois, reconnaissant des circonstances exceptionnelles justifiant cette décision rare. 1 semaine après cette victoire juridique, les travaux de reconstruction du centre battèrent leur plein. La fondation du cheikh avait débloqué les fonds promis,
permettant l'embauche d'artisans locaux et l'achat de matériaux de qualité. Manon, désormais légalement adulte malgré ses 17 ans, supervisait les travaux avec une attention particulière au bien-être des chevaux pendant cette période transitoire. Un matin, alors que les ouvriers dégageaient les derniers débris de l'ancienne écurie pour préparer les nouvelles fondations, une découverte inattendue fut faite. Sous une dalle de pierre particulièrement massive, un objet métallique était encastré dans la terre. « Mademoiselle Dubois » appela le contremaître. « Je crois que vous devriez voir ça. » C'était une boîte en métal, patinée par le temps mais remarquablement préservée. Sur son couvercle, gravé dans le métal, un simple message « Propriété de la commune de Saint-Cloud, à n'ouvrir qu'en cas de contestation, 1873. » Le maire, appelé d'urgence, arriva en compagnie du cheikh Al-Mansour, qui séjournait encore dans la région. Ensemble, ils ouvrirent précautionneusement la boîte, révélant son précieux contenu. Des documents originaux parfaitement conservés, l'acte de donation complet, accompagné de plans détaillés montrant sans ambiguïté les limites exactes du terrain donné à la commune, et même des photographies sépia des lieux à l'époque. Ces documents règlent définitivement toute contestation possible, déclara le cheikh après les avoir examinés avec l'aide d'un expert en documents anciens qu'il avait fait venir de Paris. Les limites sont parfaitement définies, avec des points de repère géographiques impossibles à falsifier. Pendant ce temps, à Paris, les avocats de Beaumont commençaient à abandonner sa défense, refusant de s'associer plus longtemps à un client dont la culpabilité dans l'affaire de l'incendie criminel semblait de plus en plus évidente. L'industriel, maintenu en détention provisoire malgré ses multiples demandes de libération, voyait son empire s'effriter et ses soutiens politiques s'évaporer l'un après l'autre. 2 mois après l'incendie, une cérémonie symbolique fut organisée pour la pose de la première pierre du nouveau centre équestre Liberté. Toute la communauté de Saint-Cloud s'était rassemblée pour l'événement, ainsi que des journalistes venus documenter cette renaissance remarquable. Au centre de l'attention, mais toujours aussi discrète dans son approche, Manon se tenait aux côtés de Tonnerre. L'étalon arabe, désormais parfaitement à l'aise au milieu de la foule, observait la scène avec une dignité tranquille qui impressionnait tous les témoins. Le maire s'avança, tenant une pierre taillée spécialement pour l'occasion. « Cette pierre, annonça-t-il, provient des ruines de l'ancienne écurie. Elle représente notre conviction que même des cendres peut naître quelque chose de plus beau, de plus fort. » Il tendit la pierre à Manon qui la reçut solennellement avant de la placer dans la tranchée de fondation fraîchement creusée. Tonnerre, comme s'il comprenait la symbolique du moment, inclina légèrement sa tête majestueuse. Ce soir-là, après le départ des invités et le retour du calme sur le chantier, Manon s'assit sous les étoiles, Tonnerre paisiblement installé à ses côtés. Le ruban bleu, désormais presque entièrement décoloré par le temps et les épreuves, ondulait doucement dans la crinière de l'étalon. En contemplant le ciel nocturne, Manon prit conscience d'un changement subtil mais profond en elle-même. Le ruban bleu qu'elle avait pendant des années porté comme unique lien avec son passé était maintenant définitivement tressé dans la crinière de Tonnerre, et lorsque l'étalon appuya doucement son museau contre sa main, elle comprit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle n'avait jamais eu. Pas seulement un foyer physique, mais un lieu d'appartenance véritable. Et cette réalisation l'emplissait simultanément de paix et de terreur, car désormais elle possédait quelque chose d'assez précieux pour craindre de le perdre. 1 an s'était écoulé depuis l'incendie qui avait failli tout détruire. Le centre équestre Liberté, désormais reconstruit et agrandi, s'étendait harmonieusement au milieu des collines verdoyantes de Saint-Cloud. Les nouveaux bâtiments, mélange subtil de tradition et de modernité, semblaient avoir toujours fait partie du paysage. Au centre de la propriété, l'écurie principale arborait fièrement un toit d'ardoise et de larges portes en chêne, tandis que les paddocks spacieux s'étendaient en cercle concentrique autour du manège couvert. Manon, maintenant âgée de 18 ans, contemplait ce petit miracle depuis la fenêtre de son bureau. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une jeune femme aux traits plus affirmés, bien que toujours vêtue avec la même simplicité. Jeans usés, chemise de flanelle, bottes élimées. Seuls ses yeux avaient véritablement changé, habités désormais par une assurance tranquille qu'elle n'aurait jamais cru possible auparavant. Un hennissement familier l'attira de sa rêverie. Tonnerre,
majestueux dans la lumière dorée du matin, trottait légèrement dans le paddock principal. La Fita Azul, presque blanche à force d'être délavée par le soleil et les intempéries, ondulait toujours dans sa crinière d'ébène. Mais ce qui frappait tous les visiteurs, c'était la transformation de son regard. Autrefois hanté par une terreur permanente, il reflétait maintenant une sérénité vigilante, une présence totale dans l'instant. Mademoiselle Dubois, Jacques Lemaire, désormais responsable des soins quotidiens, frappa doucement à la porte. « Les comptes du mois sont prêts pour votre vérification. » Manon sourit en prenant les documents. Qui aurait pu prédire que l'homme qui avait perdu 2 doigts en tentant de dompter Tonnerre deviendrait son plus fidèle allié dans cette aventure? Les cicatrices de sa main mutilée rappelaient quotidiennement le prix de la violence et de l'incompréhension. « Merci, Jacques. Les nouveaux tapis pour la salle de thérapie sont-ils arrivés? Ce matin même, Sophia les installe avec les volontaires. » Manon acquiesça, satisfaite. Le centre accueillait désormais une équipe permanente de 6 personnes et une dizaine de volontaires réguliers. Ensemble, ils prenaient soin d'une vingtaine de chevaux rescapés et organisèrent des sessions d'équithérapie pour enfants et adultes traumatisés. Le financement initial du Cheikh Al-Mansour avait permis cette renaissance, mais c'était le travail acharné de Manon et de son équipe qui avait transformé le projet en réalité viable. La matinée s'écoula dans une routine paisible que Manon savourait après tant d'années d'incertitude. Elle supervisait les soins aux animaux, discutait avec les thérapeutes, accueillait les familles. Chaque geste, chaque décision s'inscrivait dans une vision claire. Créer un sanctuaire où hommes et animaux blessés pouvaient se reconstruire mutuellement. Peu après midi, une adolescente aux longs cheveux bruns et au regard autrefois éteint s'approcha timidement de Manon qui vérifiait le stock de granulés dans la réserve. « Je voulais juste vous dire au revoir », murmura Léa, une jeune fille qui, 6 mois plus tôt, avait été amenée au centre après une tentative de suicide. « C'est ma dernière session aujourd'hui. »« Tu reviendras nous voir ?» demanda Manon en refermant soigneusement le sac d'aliments. Léa hocha la tête, son regard se tournant instinctivement vers le paddock où Tonnerre broutait paisiblement. Je n'aurais jamais cru possible de me sentir à nouveau vivante. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, sourit Manon. C'est lui. Les chevaux ne mentent jamais. Quand ils te font confiance, c'est que tu le mérites vraiment. L'après-midi même, une équipe de télévision régionale arriva pour un reportage sur le centre. Le journaliste, un homme d'une 40aine d'années au professionnalisme courtois, semblait particulièrement intéressé par l'histoire de Tonnerre. « Nous aimerions filmer une démonstration », expliqua-t-il après avoir installé son matériel, pour montrer la transformation de ce cheval que tous appelaient « le démon indomptable ». Manon acquiesça, bien que toujours mal à l'aise avec la publicité. Dans la carrière principale, sous le regard des caméras, elle et Tonnerre exécutèrent une série de mouvements d'une fluidité presque dansante. Sans bride, sans selle, sans aucune contrainte visible. Juste 2 êtres en harmonie parfaite, communiquant par des signaux imperceptibles pour les observateurs. Incroyable, murmura le caméraman en captant le moment où Tonnerre s'agenouilla spontanément devant Manon avant de se relever pour la suivre comme son ombre. « Comment expliquez-vous cette connexion exceptionnelle ?» demanda le journaliste une fois la démonstration terminée. Manon caressa doucement l'encolure de Tonnerre, cherchant ses mots. Nous avons appris ensemble que la confiance ne se prend pas. Elle se donne. Et qu'elle doit être renouvelée chaque jour, comme une promesse silencieuse. En fin de journée, alors que le centre se vidait progressivement de ses visiteurs, Manon reçut un appel inattendu. La voix grave du maire d'Écoto résonna dans le combiné. « Le jugement est tombé, Manon. Beaumont a été condamné pour l'incendie criminel. » Un silence, puis... Mais en raison de ses connexions politiques et de son état de santé prétendument fragile, il n'a écopé que d'une peine avec sursis et d'une amende. Il est libre. Manon sentit un frisson parcourir son échine. Pensez-vous qu'il représente encore une menace? Ses avocats affirment qu'il a vendu toutes ses propriétés françaises et qu'il retourne aux États-Unis. Mais restez vigilante, Manon. Les hommes comme lui n'oublient pas facilement. Cette nuit-là, Manon eut du mal à trouver le sommeil. La pensée que Beaumont était libre, peut-être encore animée d'un désir de vengeance, ravivait des anxiétés qu'elle croyait avoir surmontées.
Elle finit par se lever et traversa silencieusement la cour pour rejoindre l'écurie où dormait Tonnerre. L'étalon l'accueillit par un hennissement doux, comme s'il l'attendait. Manon s'assit sur une botte de foin propre, laissant ses pensées vagabonder, tandis que la présence rassurante du cheval apaisait ses craintes. Leur lien dépassait désormais les mots, inscrits dans une compréhension mutuelle forgée par les épreuves partagées. Une semaine plus tard, Manon reçut une lettre qui allait bouleverser la quiétude retrouvée. Sur papier épais, en tête prestigieux, elle émanait du Symposium international d'équithérapie de Vienne. Le Symposium international d'équithérapie de Vienne a le plaisir d'inviter mademoiselle Manon Dubois à présenter ses méthodes innovantes lors de notre congrès annuel qui se tiendra du 14 au 28 juin prochain. Une opportunité extraordinaire. La chance de partager son approche avec des professionnels du monde entier, de donner une légitimité scientifique à des méthodes nées de l'intuition et de l'expérience directe. Pourtant, un obstacle majeur se dressa immédiatement. « C'est trop risqué pour Tonnerre », confirma le docteur Pelletier après avoir étudié la question sous tous les angles. Le transport aérien, un environnement inconnu rempli d'étrangers, les bruits de la ville, cela pourrait déclencher une régression traumatique malgré tous ses progrès. Le dilemme était cruel. Partir sans Tonnerre pendant 2 semaines semblait impensable. Ils ne s'étaient pas séparés une seule journée depuis leur rencontre. Mais refuser cette invitation signifiait renoncer à une reconnaissance internationale qui pourrait bénéficier à d'innombrables animaux et humains traumatisés. Alors que Manon méditait sur cette décision impossible, un hélicoptère atterrit sur la zone dégagée derrière le manège. Le cheikh Al-Mansour, fidèle à son habitude, arrivait sans s'annoncer, apportant avec lui l'élégance discrète et l'autorité tranquille qui le caractérisaient. « Mademoiselle Dubois », salua-t-il en descendant de l'appareil. « J'espère ne pas perturber vos activités. » Ils marchèrent ensemble à travers le centre, le cheikh observant avec satisfaction les infrastructures qu'il avait aidé à financer. Ces questions précises témoignaient d'un intérêt sincère pour les résultats thérapeutiques, les progrès des animaux, le fonctionnement quotidien de l'établissement. Puis, arrivé près du paddock où Tonnerre les observait attentivement, il aborda le véritable objet de sa visite. « J'ai une proposition à vous faire, Manon. Mon centre équestre à Riyad a besoin de quelqu'un avec votre don unique. Le salaire serait substantiel. Et bien sûr, Tonnerre vous accompagnerait. » La proposition était aussi généreuse qu'inattendue. Une position permanente dans l'un des centres équestres les plus prestigieux du monde, avec des ressources pratiquement illimitées, la possibilité d'emmener Tonnerre. Et pourtant, Manon sentit immédiatement une résistance intérieure qu'elle ne s'expliquait pas entièrement. « J'ai besoin d'y réfléchir », répondit-elle simplement. Ce soir-là, après le départ du cheikh, Manon marcha longuement dans les collines environnantes. Les derniers rayons du soleil caressaient les champs ondulants, créant un paysage d'or et d'ambre. Saint-Cloud, ce village qui l'avait accueilli alors qu'elle n'était personne, s'étendait paisiblement en contrebas. Des fragments de souvenirs défilaient dans son esprit. Tonnerre se cabrant furieusement lors de leur première rencontre. La tempête pendant laquelle elle lui avait simplement offert sa présence. Le moment où elle avait noué son précieux ruban bleu dans sa crinière. Puis les visages des enfants et adultes qui avaient trouvé guérison et réconfort au centre. Les volontaires qui avaient tout rebâti après l'incendie. La communauté qui s'était serrée autour d'elle dans l'adversité. Le lendemain, Manon rendit visite à Madame Fournier dans sa boulangerie. La vieille dame, désormais comme une figure maternelle dans sa vie, l'accueillit avec un thé fumant et des viennoiseries tout juste sorties du four. « Comment choisir ?» demanda Manon après lui avoir expliqué son dilemme. « Entre des opportunités que je n'aurais jamais rêvé avoir ?» La boulangère essuya ses mains farineuses sur son tablier avant de répondre. « Quand j'avais ton âge, mon père voulait que je reprenne la boulangerie familiale à Marseille. J'ai choisi de suivre mon cœur jusqu'à ce petit village. 60 ans plus tard, je ne regrette rien. » Cette nuit-là, un événement étrange se produisit. Tonnerre, habituellement si calme dans son box spacieux, brisa la barrière de son paddock et s'échappa. L'alarme fut donnée, une recherche frénétique organisée. À l'aube, ils le trouvèrent à l'endroit précis où s'était tenue l'ancienne écurie détruite par l'incendie, là où Manon l'avait rencontré pour la première fois. L'étalon se tenait immobile dans la lumière naissante, comme s'il attendait quelque chose.
Lorsque Manon s'approcha, il ne bougea pas, son regard profond semblant poser une question silencieuse. Elle s'assit près de lui, à cet endroit chargé de souvenirs, et caressa doucement la fita azul dans sa crinière, presque complètement décolorée par le temps. Comment expliquer à un animal les choix qui se présentaient à elle? Comment lui faire comprendre ces forces contradictoires qui tiraillaient son cœur? La veille du délai pour sa décision, Manon reçut une lettre inattendue portant un timbre américain. À l'intérieur, une note brève et une coupure de journal du New York Times relatant la mort de Laurent Beaumont dans un accident avec son cheval de polo. Joint à l'article, un message troublant écrit à la main: « Certains secrets ne meurent jamais, certaines dettes ne sont jamais pardonnées. Prenez soin de vous, orpheline de Saint-Cloud. » La lettre tomba des mains tremblantes de Manon. Certains secrets ne meurent jamais, certaines dettes ne sont jamais pardonnées. La menace, bien que voilée, était indéniable. La nouvelle de la mort de Beaumont, qui aurait dû apporter un sentiment de clôture, ouvrait au contraire une nouvelle brèche d'incertitude. Qui avait envoyé ce message? Que savait-il vraiment? Et surtout, que voulait-il? Tonnerre, sensible comme toujours aux fluctuations émotionnelles de Manon, s'approcha doucement, poussant son épaule de son museau velouté. Ce geste, devenu rituel entre eux, semblait dire « Je suis là ». Exactement les mots que Manon lui avait murmurés lors de leur première rencontre dans cette écurie sombre, il y avait maintenant presque 2 ans. « Nous ne vivrons pas dans la peur », décida Manon, caressant l'encolure puissante de l'étalon. « Pas après tout ce que nous avons traversé. » Le lendemain matin, elle remit la lettre anonyme à l'inspecteur Moreau, qui suivait encore le dossier de l'incendie criminel. « Nous analyserons l'écriture et le papier », promit-il, glissant la lettre dans une pochette plastique. « Mais franchement, cela pourrait être n'importe qui cherchant à vous intimider. Un ancien associé de Beaumont, peut-être même Philippe, qui tente de se venger depuis sa cellule. Vous pensez que je suis en danger réel? Je pense que la prudence reste de mise, mais que votre vie ne doit pas s'arrêter pour autant. » Cette conversation, bien que brève, cristallisa quelque chose en Manon. Pendant des années, elle avait vécu comme une ombre, puis dans l'urgence constante de sauver Tonnerre, reconstruire le centre, prouver sa valeur. Pour la première fois, elle se permettait d'envisager un futur qui ne serait défini ni par la peur, ni par la réaction à des circonstances extérieures. 3 jours plus tard, elle convoqua le conseil d'administration du Centre équestre Liberté. Autour de la table en bois massif s'étaient réunis le maire d'Écoto, le docteur Pelletier, Jacques Lemaire, 2 représentants de la fondation du Cheikh Al-Mansour, et Madame Fournier qui, bien que n'ayant aucun titre officiel, était considérée comme la conscience morale du projet. « J'ai pris ma décision concernant les propositions qui m'ont été faites », annonça Manon, son calme habituel teinté d'une détermination nouvelle. « Je ne me rendrai pas à Vienne pour le symposium, et je ne prendrai pas non plus le poste à Riyad. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Le représentant du cheikh fronça les sourcils. « Le cheikh Al-Mansour sera certainement déçu. Il espérait beaucoup de votre collaboration. »« Je lui suis infiniment reconnaissante, » répondit Manon. « C'est pourquoi je propose une alternative que j'espère plus féconde encore. » Elle déroula alors des plans qu'elle avait préparés avec l'aide discrète d'un architecte local, des plans qui transformaient le Centre équestre Liberté en une école internationale de formation. Au lieu d'aider quelques dizaines d'animaux par an, nous pouvons former des praticiens qui en aideront des milliers à travers le monde. Au lieu de présenter mes méthodes lors d'une conférence ponctuelle, nous pouvons les enseigner de manière approfondie, ici même, dans l'environnement où elles ont été développées. Tandis qu'elle détaillait sa vision, l'étonnement initial fit place à un intérêt palpable. Le projet était ambitieux, mais réalisable. Convertir une partie des installations en salles de formation. Construire des logements simples pour les stagiaires internationaux. Développer un programme structuré combinant théorie et pratique immersive. Les stagiaires vivraient ici pendant 3 à 6 mois, expliqua-t-elle. Ils apprendraient non seulement les techniques, mais aussi la philosophie qui les sous-tend, cette conviction que la guérison vient de la présence authentique, pas de la domination. Le représentant du cheikh, après avoir écouté attentivement, sortit son téléphone et s'éloigna pour passer un appel. Il revint quelques minutes plus tard, un sourire discret aux lèvres. « Le cheikh Al-Mansour est au téléphone. Il souhaite vous parler directement. » La conversation fut brève mais chaleureuse.
Le cher, loin d'être déçu, semblait captivé par cette nouvelle direction. « Vous voyez plus loin que je ne l'imaginais », conclut-il. « Ma fondation financera des bourses complètes pour 10 stagiaires par an, en priorité issus de régions défavorisées où ces méthodes pourraient avoir l'impact le plus significatif. » Les mois suivants furent consacrés à la transformation du centre. Des cabanes en bois respectueuses de l'environnement furent construites pour loger les futurs stagiaires. Une ancienne grange fut convertie en espace polyvalent pour les cours théoriques. Un programme détaillé fut développé, combinant neurobiologie du trauma, éthologie équine et méthodologie pratique. Par une matinée ensoleillée d'avril, la première cohorte d'étudiants internationaux arriva au centre. Ils venaient de tous horizons, 2 palefreniers des écuries royales saoudiennes envoyés par le Cher, 3 thérapeutes américains spécialisés en PTSD, une vétérinaire australienne, un entraîneur allemand désillusionné par les méthodes traditionnelles et même un jeune japonais passionné d'équitation naturelle. Parmi eux se trouvait Sofia Kadra, une jeune Syrienne de 20 ans au regard grave et aux mouvements mesurés. Réfugiée en France depuis 3 ans, elle avait perdu sa famille et une partie de sa mémoire dans un bombardement à Alep. Son dossier, sobrement rédigé, mentionnait qu'elle avait travaillé avec des chevaux dans sa jeunesse, avant que la guerre ne détruise cette vie antérieure. Dès le premier jour, Manon remarqua quelque chose de particulier chez Sofia. Alors que les autres stagiaires observaient avec attention mais intervenaient constamment avec des questions ou des commentaires, la jeune Syrienne regardait, absorbait, restait silencieuse. Non par timidité ou incompréhension, mais avec cette qualité de présence totale que Manon reconnaissait pour l'avoir elle-même développée au fil des années. La confirmation de cette intuition vint lors de la première session pratique. Chaque stagiaire devait simplement s'asseoir dans l'enclos où se trouvait un poney récemment arrivé, traumatisé par des années de maltraitance dans un cirque itinérant. La consigne était claire, ne rien faire, juste être présent, observer sans intention. La plupart des stagiaires, malgré leur qualification, ne purent s'empêcher de faire quelque chose. Un geste subtil, un regard insistant, une tentative inconsciente d'établir le contact. Le poney réagissait chaque fois en s'éloignant ou en montrant des signes d'anxiété. Quand vint le tour de Sofia, quelque chose de remarquable se produisit. Elle s'assit simplement, les yeux mi-clos, respirant lentement. Son corps entier communiquait une absence totale d'exigence. Après quelques minutes, le poney, qui avait évité tous les autres stagiaires, s'approcha doucement et s'arrêta à quelques pas d'elle, reniflant l'air dans sa direction. « Elle a le don », murmura Jacques à Manon qui observait la scène à distance. Plus surprenant encore fut ce qui se passa le lendemain, lors de la première rencontre entre les stagiaires et Tonnerre. L'étalon arabe, bien que considérablement apaisé depuis ses jours de terreur, restait sélectif dans ses interactions. Il tolérait la présence des visiteurs mais n'accordait sa confiance qu'à un cercle très restreint de personnes, avec Manon au centre de cet univers. Pourtant, lorsque Sofia entra dans son paddock, Tonnerre manifesta un comportement que personne n'avait vu depuis le jour où Manon avait noué son ruban bleu dans sa crinière. Il s'approcha directement de la jeune femme, abaissa sa tête majestueuse et resta immobile, dans une posture d'une vulnérabilité extraordinaire pour un étalon de son tempérament. « C'est incroyable », chuchota le docteur Pelletier qui assistait à la scène. On dirait qu'il la reconnaît d'une certaine façon. Dans les semaines qui suivirent, Manon commença à travailler individuellement avec Sofia, lui transmettant des subtilités qu'elle n'avait jamais formalisées auparavant. Comment lire les micro-expressions d'un cheval traumatisé? Comment synchroniser sa respiration avec la sienne? Comment créer un espace émotionnel où la guérison devient possible? Un soir, alors qu'elle terminait une session particulièrement intense avec un nouvel arrivant, un pur sang réformé des courses après une chute grave, Sofia confia à Manon un fragment de mémoire qui avait émergé pendant leur travail. « Je me souviens maintenant », murmura-t-elle en arabe avant de traduire. « Ma grand-mère élevait des chevaux dans la campagne près d'Alep. Quand j'avais peur des bombardements, elle me faisait m'asseoir près d'une vieille jument grise. Elle disait toujours « Regarde comment elle respire malgré sa peur, apprends d'elle. » Cette connexion inattendue entre leurs histoires toucha profondément Manon. Elle commença à intégrer Sofia dans toutes les sessions avec Tonnerre, reconnaissant dans cette jeune femme une sensibilité similaire à la sienne.
cette capacité à comprendre que derrière chaque comportement difficile se cache une tentative désespérée de communiquer une souffrance. 3 mois après l'arrivée des stagiaires, le centre organisa sa première démonstration publique officielle. Des visiteurs internationaux, des journalistes spécialisés et même quelques sceptiques notoires du monde équestre traditionnel avaient fait le déplacement pour observer cette approche qui commençait à faire parler d'elle bien au-delà des frontières françaises. Le matin de l'événement, Manon se réveilla avant l'aube, une habitude qu'elle n'avait jamais perdue depuis ses jours dans le grenier de Madame Fournier. Sur sa table de chevet, elle découvrit la Phyta azul, soigneusement détachée de la crinière de Tonnerre et déposée là comme un message silencieux. Intriguée, elle se rendit immédiatement à l'écurie. Tonnerre l'accueillit avec son hennissement doux habituel, sa crinière étrangement nue sans le ruban bleu qui l'avait ornée pendant près de 2 ans. À côté de lui se tenait Sophia, les yeux baissés comme si elle craignait d'avoir commis une transgression. « Je l'ai trouvé presque détaché ce matin », expliqua-t-elle doucement. « Il s'effilochait complètement. J'ai cru qu'il était temps. » Manon regarda le ruban usé dans sa main, ce fragment de sa mère, ce lien avec son passé, ce témoin silencieux de toute leur histoire. Puis, elle observa Tonnerre, son regard confiant, sa posture détendue malgré l'absence de ce talisman qui les avait unis à travers les épreuves. La démonstration qui suivit restera gravée dans la mémoire de tous les témoins. Manon et Tonnerre évoluèrent dans le grand manège comme 2 danseurs partageant une chorégraphie parfaitement synchronisée. Sans selle, sans bride, sans aucun équipement. Juste 2 êtres liés par une confiance absolue, communiquant par des signaux invisibles pour les spectateurs. Ils démontrèrent des figures complexes, des transitions fluides, des moments d'immobilité parfaite, suivis d'explosions d'énergie contrôlée. Ce n'était pas une performance au sens traditionnel, mais plutôt la célébration visible d'une relation invisible. À la fin de la démonstration, Manon fit quelque chose qui surprit même Jacques et le docteur Pelletier. Elle invita Sophia à les rejoindre au centre de l'arène. Puis, dans un geste symbolique que personne ne put manquer, elle attacha la Phyta azul autour du poignet de la jeune Syrienne. La véritable transmission, annonça-t-elle à l'assemblée silencieuse, n'est pas seulement celle des techniques ou des connaissances. C'est celle de l'esprit qui les anime. Cette conviction que la guérison vient de la connexion authentique, pas de la domination. Des années plus tard, les visiteurs du centre équestre Liberté s'arrêtent souvent pour admirer le simple monument érigé à l'entrée, une sculpture en bronze montrant une jeune fille et un cheval arabe portant un petit ruban tressé dans sa crinière. En dessous, une plaque raconte l'histoire de 2 âmes brisées qui trouvèrent guérison mutuelle, concluant par les mots que Manon répète désormais à chaque nouveau stagiaire. La véritable liberté n'est jamais une question de fuir quelque chose. C'est choisir de revenir, jour après jour, à l'endroit où votre âme est comprise, votre histoire honorée, et votre cœur peut enfin se reposer chez lui.